Une émission spéciale depuis le Carreau du Temple à Paris. Philippe Bloch. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette dernière émission de la 3e saison d'Impact PME qu'on aurait dû, vous le savez chers auditeurs et téléspectateurs, réaliser le mois de décembre dernier, mais en raison de la crise sanitaire, on se retrouve ici avec de nombreux entrepreneurs autour des problématiques des TPE-PME et on a 1h30 ensemble pour explorer 3 thèmes. On va évidemment parler dans un premier temps de la tech qui a été très présente ce matin ici aussi et l'ensemble de ces nouvelles technologies qui modifient nos façons de fonctionner, y compris pour les TPE-PME. On parlera de création, de transmission d'entreprise. On fera le point sur où en est-on en France post-Covid. Et puis on parlera de cette nouvelle relation au travail et de la façon dont elle affecte forcément le fonctionnement des entreprises. 3 invités pour cette première partie autour de la tech au service de la productivité et de l'innovation avec Bruno Caille. Bruno qui est directeur solutions chez Cisco. Bonjour Bruno. Bonjour, enchanté. À ma droite, Alain Nevelec, directeur général de Celle-ci. Bonjour. Salut Alain, vous nous présenterez votre entreprise dans un instant. Et puis Euphrate Cantouche, qui est directeur des produits online chez Wolters Kluwer et qui est à l'origine d'une solution Solveo RH dont on va forcément parler dans un instant. Bonjour, enchanté. Bonjour Euphrate. On va démarrer ensemble, Bruno Caille, parce que Cisco, c'est bien sûr des réseaux. C'est bien sûr celui qui essaie de garantir notre sécurité et notamment de nous préserver de toutes les attaques qui sont de plus en plus nombreuses. Il s'est passé quand même un truc majeur post-Covid, mais déjà pendant le Covid, c'est qu'on a assisté à l'événement d'une nouvelle forme de travail que vous appelez et qu'on appelle maintenant de plus en plus le travail hybride. Alors d'abord, analysons un peu la situation. Qu'est-ce qui s'est passé et en quoi Cisco est-il vraiment au cœur de ces nouvelles problématiques ? Alors ce qui s'est passé, c'est qu'on a tous vécu un confinement qui n'était pas programmé. Clairement pas. 17 mars 2020, début du 21e siècle, vrai début du 21e siècle. Exactement, et les entreprises ont découvert que la transformation digitale, c'était pas simplement des slides, des mots, mais c'était une réalité, et que c'était le seul moyen de conserver une activité pendant cette période où les gens étaient chez eux. Donc il a fallu adapter, et il a fallu s'adapter en mettant à disposition évidemment des outils de collaboration pour pouvoir continuer à communiquer, à échanger, à partager. Il a fallu ouvrir les systèmes d'information pour que les gens puissent se connecter à ces applications-là, puissent avoir accès à l'ensemble des applications de leur entreprise. Et puis, il a fallu changer un peu l'approche des réseaux. Ce qu'on voit 18 mois plus tard, à peu près, c'est pour ça qu'on parle de travail hybride. On a, selon une étude qu'on a réalisée il y a quelques mois, simplement un collaborateur sur 10 qui est prêt à retourner 100% du temps sur son lieu de travail. On parle d'une étude française ou mondiale ? Parce que étude française. Étude française. Étude française. En quoi on est différent ? On est différent des études mondiales, oui, avec une partie française, et on a les statistiques pour la France. On diffère ou pas ? On diffère très peu. Très peu. On diffère très peu, parce que les collaborateurs ont bien compris que s'ils pouvaient réaliser un certain nombre de tâches depuis chez eux, finalement, c'était beaucoup moins de stress dans les transports, c'était beaucoup plus de fluidité. Et puis pour certains, c'était aussi des zones peut-être plus calmes. Pour d'autres, c'est peut-être l'enfer avec les enfants. Mais voilà, donc on voit des collaborateurs qui souhaitent aujourd'hui avoir plus de flexibilité pour travailler, pouvoir travailler depuis chez eux. Et puis quand on fait des études, quand on demande, finalement, les gens veulent retourner sur le lieu de travail pour rencontrer, pour échanger, voilà, pour partager. On va en parler, ça a modifié la nature du lieu de travail, ce pourquoi on s'y retrouve. C'est compliqué aussi à gérer ce retour, on peut en parler aussi. Mais revenons sur ce choc qui nous est tombé sur la tête. Toutes les entreprises n'étaient pas prêtes, ça posait des gros problèmes, j'évoquais, de sécurité, puisque tout d'un coup, on avait nos ordinateurs personnels, on avait parfois, enfin, ou pas d'ailleurs, mais certaines entreprises n'étaient pas assez équipées en ordinateurs mobiles pour leurs salariés. Des problématiques de réseau, des problèmes de connexion Wi-Fi, de data fragile. Comment les entreprises ont-elles géré ça plutôt bien ou pas pendant cette période ? Je suis admiratif du travail qui a été réalisé par beaucoup d'entreprises pour s'adapter au vu des contraintes de temps, des contraintes légales, des contraintes sanitaires. Et puis des contraintes financières et matérielles, parce qu'effectivement, beaucoup d'entreprises n'étaient pas du tout préparées, c'est-à-dire à avoir des postes mobiles pour leurs collaborateurs, avoir pensé à mettre en place des premières solutions de type VPN pour ouvrir certaines applications vers l'extérieur, et tout en conservant un haut niveau de sécurité, puisqu'on a vu le nombre d'attaques a explosé, puisque la surface d'attaque était largement supérieure. Voilà. Et donc, finalement, ce qu'on voit 18 mois plus tard, beaucoup de gens qui ont transpiré, mais
je trouve, une très grande réussite, notamment au niveau national, où quand on parle avec nos clients, nos partenaires, il y a une mobilisation sans faille qui a eu lieu pour que tout le monde puisse continuer son activité. Est-ce que les TPE-PME, qui sont notre auditoire, notre cœur de cible dans cette émission Impact PME, ont été plus ou moins touchées que les autres? Est-ce qu'elles ont aussi bien géré que les grands groupes qui étaient peut-être plus équipés en DSI, en équipe pour gérer ce genre de choses? Alors, les grands groupes ont souvent des contraintes que n'ont pas les petites, et les petites ont des contraintes que n'ont pas les grandes. De nature différente, oui. Donc, globalement, sur la partie PME, ça dépend beaucoup des prestataires. Et je pense que un grand nombre de prestataires avaient le savoir-faire, même s'ils n'avaient pas forcément la ressource pour pouvoir accompagner les PME. Mais globalement, ça s'est plutôt bien passé pour les PME dans cette évolution-là, avec souvent des compromis sur la sécurité qui ont plutôt bien marché. Parce que entre rapidité, flexibilité et sécurité, il faut trouver le bon compromis. Et on a vu finalement des grands groupes qui étaient beaucoup plus dans la difficulté parce que des volumes plus importants, des données peut-être beaucoup plus sensibles à protéger et des process qui n'étaient pas forcément en place. Donc je dirais avantage aux PME grâce à l'agilité et la flexibilité de ces entreprises-là. Je sais que vous publiez régulièrement, et les éditions précédentes d'Impact PME, vous nous aviez effectivement donné quelques chiffres justement sur les risques de cybercriminalité, l'impact dans le monde, etc. Est-ce qu'on a vu, malgré les protections de toute nature que vous êtes capable de mettre en œuvre, des attaques qui ont eu plus de dégâts ou pas dans cette période globalement pour les entreprises? Alors beaucoup plus d'attaques. L'augmentation a été drastique sur le nombre d'attaques. Aujourd'hui, on considère qu'on a 30% des entreprises qui ont été des PME qui ont été attaquées. Toutes n'ont pas subi de dommages importants. On voit aussi qu'il y a une meilleure compréhension de ce qui se passe. C'est-à-dire que parfois, des entreprises étaient attaquées sans le savoir ou sans être au courant. Maintenant, de par la mise en place des outils de cyberdéfense, il y a une meilleure visibilité. Je trouve qu'il y a eu un très bon travail qui a été fait par l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, pour communiquer, pour prévenir, pour informer, et que la parole aussi se délie. Donc on voit plus de gens qui ont été attaqués parce que plus de gens en parlent. Oui. Là où il y a 3-4 ans, finalement, c'était un sujet tabou. C'était un sujet de honte, et aujourd'hui c'est pas un sujet de honte, et je pense que c'est une évolution très importante parce que plus on en parle et plus les gens peuvent prendre conscience du risque et mettre en place les bons outils et les bons process. Juste une question par rapport à ce chiffre que vous évoquez de 9% ou 10% des salariés qui s'étaient dit prêts à retourner sur le temps à temps plein sur leur lieu de travail. C'est une chose ce dont ils ont envie, c'est autre chose ce que les entreprises ont envie de faire aujourd'hui. On a le sentiment, après une période où on s'était dit ça y est, c'est rentré pour longtemps, le travail hybride s'installe, qu'il y a un peu parfois un retour en arrière des entreprises aujourd'hui en disant non, il faut qu'ils reviennent. Il y a ce débat autour d'Elon Musk qui dit aujourd'hui non, ils reviennent ou ils se barrent ou ils quittent l'entreprise, etc. Est-ce qu'il y a un débat maintenant là-dessus tel que vous le ressentez dans les entreprises? Oui, je pense qu'il y a un débat. Il y a un débat de culture, de philosophie. Pour moi, je pense que le travail hybride, c'est donc plus de flexibilité. Ça met des tensions pour les entreprises. Des tensions, on vient d'en parler sur la partie cyberdéfense. Des tensions dans l'aménagement des locaux, parce que quand vous avez des collaborateurs qui sont sur site et des collaborateurs à distance, vous ne devez plus avoir le même type d'espace de travail. Donc il y a des refontes à faire. C'est pas forcément moins de mètres carrés, c'est des mètres carrés différents utilisés pour autre chose. Exactement. C'est aussi des salles qui vont être mieux équipées pour être ouvertes vers l'extérieur avec des solutions de visioconférence plus adaptées. Donc on le voit, il y a des tensions d'un côté, mais il y a un énorme gain. Ça vous permet d'avoir des collaborateurs qui travaillent de n'importe où en France, donc d'avoir peut-être des bassins d'emploi supérieurs, d'avoir accès à des compétences auxquelles vous n'aviez pas accès si vous n'étiez que sur un seul bassin d'emploi. Ça permet d'avoir de la diversité aussi dans la façon de travailler, avec des gens qui, s'ils sont très matinaux, qui peuvent travailler tôt le matin. Et puis c'est des économies de temps de trajet qui sont assez importantes. Et de CO2. Et il y a une dernière contrainte, c'est l'évolution du rôle du manager, puisque le rôle du manager doit évoluer, puisque ces équipes sont plus sur site. Donc c'est un management délégatif, de participation, de confiance qui doit être mis en place. Et pareil, on va retrouver avec des populations seniors qui sont en général beaucoup plus autonomes et des populations juniors sur lesquelles il doit y avoir un
un accompagnement beaucoup plus fort, beaucoup plus particulier. Vous dites de confiance, sachant que c'est quand même pas la caractéristique des Français de faire confiance. Donc c'est certainement un démanagement encore plus challenging, à mon avis, en France que dans d'autres pays du monde. On reviendra après, peut-être, sur la réorganisation post-Covid des espaces de travail. J'aimerais poursuivre un petit peu notre tour de table avec Alain Mavelec. Alain, vous êtes directeur général de Celle-ci, créé en 2009 par 2 entrepreneurs, dont vous. Exactement. Qui est très soucieux de créer une entreprise qui mette le client au cœur. C'est très à la mode, le user experience. Mais vous vous êtes dit, on va essayer de créer une société, vous appelez ça lead to cash, en fait, qui est à la portée de tout le monde, facile à utiliser et qui fait partie justement de ces solutions qui permettent aujourd'hui aux TPE-PME d'avoir une efficacité, une productivité accélérée. Racontez-nous, qu'est-ce que la tech façon Celle-ci offre aujourd'hui aux TPE-PME? En fait, souvent dans les PME, on n'a pas vraiment de service informatique, de directeur commercial, pas de de directeur DSI. marketing. Tout le monde fait un peu tout. Effectivement, dans ces cas-là, le fait d'avoir une solution simple qui permet à toute personne dans l'entreprise d'avoir le même niveau d'information, ça nous a semblé une bonne solution. C'est ce qu'on a fait chez Celle-ci. Donc, on a une solution qui va permettre rapidement aux commerciaux de faire tout leur acte de vente, leur devis, de facturer. Ensuite, pour la compta, de se faire payer, de faire tout l'administratif autour de la vente. Et pour le chef d'entreprise, de voir où est-ce qu'il en est au niveau de ses entrées et de ses sorties, de se projeter dans le futur et de prévoir sa trésorerie, mais dans un seul outil. Et surtout, pour reprendre le débat, entièrement en ligne. Donc Celle-ci, on y accède par n'importe quel ordinateur ou téléphone mobile. Et donc, on rejoint effectivement le thème dont vous débattiez, qui est vraiment ça. Nous, c'est ce qu'on voit. Il y a une très forte demande. Nous, on est plutôt une entreprise qui a profité du Covid. On a énormément d'entreprises qui sont venues nous voir et il y a eu un changement de paradigme très net. Auparavant, il fallait convaincre les entreprises de mettre leurs données sur Internet. Il y avait plein de freins. Alors que là, maintenant, on est dans une situation complètement inverse où le bénéfice effectivement de la flexibilité est tel, et surtout dans ce contexte de télétravail, que les entreprises viennent vers nous beaucoup plus qu'avant. Vous évoquiez le mettre des infos sur Internet. Vous pensez au cloud par rapport à héberger des datas chez nous, chez les... Oui, complètement. Quand vous êtes sur Celle-ci, c'est un peu un contrat de mariage parce que vous allez mettre tout votre fichier client, tous vos prix d'achat, vos prix de vente, vos factures. Donc voilà, des données effectivement sensibles et qui sont complètement outsourcées. Et ça, effectivement, avant, c'était quand même un des freins qu'on avait. Elle est tombée, cette barrière? Elle est tombée? Oui, clairement, depuis 2 ans, il y a une inversion complète de paradigme. On n'a pas arrêté de dire qu'on a gagné 3 à 5 ans sur l'accélération digitale. Je vois déjà Frat, allez-y. Oui, tout à fait. Oui. En fait, la transition numérique se faisait déjà avec le télétravail, avec quelques entreprises, mais c'était très périphérique. Et le Covid a donné un coup d'accélérateur à ça. Il faut savoir que malgré tout, les gens ont été quand même pris de court, parce qu'un sondage de l'INSEE fin 2020, courant 2021, a quand même annoncé que lors du premier confinement, par exemple, il y avait seulement 40% des entreprises qui pratiquaient du télétravail. Donc ça veut dire que malgré tout, il y avait quand même beaucoup d'efforts à faire, mais effectivement, la pandémie a donné un coup d'accélérateur pour créer les accès, comme disait le collègue de Cisco, pour avoir accès aux outils, pour les faire interagir, pour sauvegarder ces documents, et aussi avoir accès à l'information, même si déjà les gens le faisaient petit à petit, mais dans l'enceinte de leur bureau, c'était plus facile d'aller voir un collègue à côté ou de se lever ou appeler quelqu'un. Ouais. Là, les gens se retrouvaient tout seuls chez eux. Et ils avaient la seule chose qu'ils avaient pour travailler, c'est une connexion Internet. Alain, chez Celle-ci, vous en êtes où, vous, au télétravail? Parce que typiquement, vous êtes la cible. Vous êtes exactement une TPE-PME en forte croissance. Très bon exemple. En patron classique, avant le Covid, on y allait par petites touches. Vous n'étiez pas très pro. Oui, non, mais on testait. Voilà, il y avait pas mal de demandes à faire. Enfin voilà, donc on courait pas après. L'autorisation. Mais je dirais qu'en fait, c'est les salariés qui nous ont convaincus, parce que quand on s'est retrouvé en confinement avec toute la boîte dehors, qui du jour au lendemain tournait de la même manière. Alors nous, on n'a que des portables et tout, donc c'était facile. Oui. Le lendemain matin, la boîte travaillait, et pendant toute cette période de confinement, on n'a jamais été aussi performant. Donc quelque part, là, le salarié ne peut pas mieux nous vendre le truc. Et donc aujourd'hui, chez Celle-ci, c'est 3 jours de télétravail à volonté. Pour tous les salariés. Alors après, il y en a qui le font pas, il y en a qui préfèrent. Ça, vous l'avez décidé, c'est installé, c'est durable. C'est installé, c'est dans les contrats de travail. Cisco, vous en êtes où en interne sur ce sujet du télétravail, autorisé, obligatoire? Alors, rien d'obligatoire, tout est flexible. Ouais. Donc les collaborateurs choisissent le temps qu'ils veulent
passer sur leur lieu de travail et le temps qu'ils veulent faire à la maison. Et c'est pour ça que je disais qu'il faut changer aussi les cultures. C'est-à-dire que nous, en tant que manager, notre rôle, c'est aussi d'inciter à ce que les gens reviennent pour des bonnes raisons. Pas pour faire leurs emails s'ils peuvent le faire à la maison, mais pour collaborer, co-créer, pour échanger avec des équipes diverses. Donc on met en place des réunions qui sont plus larges que ce qu'on faisait avant, des HoloLens, pour que justement les gens aient volonté, plaisir et voient le bénéfice de revenir sur site. Bien sûr, on fait la même chose quand on vient maintenant chez celle-ci qu'avant. Physiquement, on vient pourquoi maintenant? Non, alors ça dépend des métiers, parce qu'effectivement un développeur, être chez lui ou être au bureau, ça change pas grand-chose. Quelqu'un qui fait du support aussi, sur du commercial c'est différent, du marketing aussi, on a besoin de se parler. Nous finalement, qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'on a énormément de personnes le mardi et le jeudi. C'est un peu les jours où tout le monde vient. Ça nous arrange pas tellement pour l'immobilier, parce que forcément ça veut dire qu'on a quand même des jours où on est très rempli. Mais maintenant on a mis en place des outils de flex office qui permettent aux gens de réserver leur bureau. Enfin voilà, on évolue, on change les process, mais je pense pour le meilleur. Et alors ce que je tenais à signaler, c'est que bon, là je vais vous donner l'exemple de celle-ci, mais c'est quelque chose qu'on retrouve mais alors très largement chez vos clients, chez nos clients. Ouais. Vous disiez quand même accélération très puissante, accélération de l'accélération, mais pour autant vous me donniez un chiffre, étude Roland Berger, seulement 18% des PME sont vraiment digitalisées. C'est-à-dire qu'on est quand même, on a encore un gros retard à rattraper. Ce qui nous va très bien. Oui, si. Alors effectivement, c'est une étude Roland Berger qui dit effectivement, il y a 2 pays en Europe, le Benelux et le UK, qui sont extrêmement digitalisés, beaucoup plus que le reste. Mais France, Espagne, Allemagne sont des pays où effectivement les PME ont encore beaucoup de chemin à faire. Et je pense que c'est très important, notamment d'un point de vue recrutement, parce que maintenant c'est une demande. La nouvelle génération de salariés qui arrivent, ils ont été biberonnés au smartphone, à l'ordi, et même maintenant, quand on fait ses études, on fait des PowerPoint de manière tout à fait. Enfin voilà, mon fils doit en faire sûrement mieux que moi. Donc voilà, il y a une nouvelle génération de salariés qui arrivent et qui n'ont pas envie, voilà, d'avoir des outils complètement dépassés par rapport à ce qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Donc voilà, il faut des outils non seulement modernes sur Internet, mais en plus sympas, un peu gamifiés, qui leur rappellent un peu l'univers de ce qu'ils ont l'habitude de faire sur Internet quotidiennement. Est-ce qu'il y a, par rapport à vos expériences respectives, un aspect générationnel là-dessus ou pas? L'idée de se dire, notamment chez les jeunes, notamment quand on recrute ces jeunes talents qui manquent tant aujourd'hui à l'économie française, pourtant il y a beaucoup de travail pour eux. On va venir bien sûr sur l'aspect RH, bien sûr, avec Eufrate, mais est-ce que vous observez qu'effectivement ils sont encore plus exigeants? Est-ce qu'ils se considèrent presque comme des clients en gros? Et si on n'a pas le mode de travail que je veux, auquel j'aspire, avec le rythme que je souhaite, ben je vais aller voir ailleurs. Vous sentez une différence dans les générations entre les plus anciens et les plus jeunes? Très clairement. Ouais, il y a des talents et il y a un marché de l'emploi qui n'est pas forcément le même sur toutes les populations. Nous, on le voit effectivement dans l'IT où on a une tension sur le marché de l'emploi qui est fort. Hein. On n'a pas suffisamment de jeunes disponibles. Donc il y a une très forte tension, ce qui inverse forcément le rapport de force. Le rapport de force. Ce qu'on voit bien, c'est que chez les jeunes, il y a 2 choses. Il y a, on veut pouvoir revenir au bureau parce qu'on peut peut-être avoir des conditions de travail sur notre bureau qui sont meilleures que... Parce que souvent, jeunes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément notamment à Paris, j'imagine, ils sont dans des petits appartements, avec pas les bons équipements, avec pas forcément toujours les bons réseaux à Paris, on a la chance d'en avoir, mais c'est peut-être pas toujours facile. Effectivement, on n'a pas autant de confort finalement chez soi qu'on en a. Il y a un problème de mètres carrés. Il y a un problème aussi, les jeunes se sentent seuls quand ils travaillent tout seuls de chez eux. Donc il y a un problème d'accompagnement et je le disais, on le voit bien sur les populations qui sont plus jeunes, qui sont moins autonomes. Il faut plus d'accompagnement et puis il faut s'assurer qu'elles vont comprendre les règles de l'entreprise, les règles qui sont simples et puis les règles qui sont moins explicites, comprendre les codes pour pouvoir s'intégrer et se sentir à l'aise. Donc on a un vrai travail d'accompagnement à faire pour ces populations-là. Là où des gens beaucoup plus seniors, beaucoup plus autonomes, eux vont finalement être un peu plus loin de travail. Sauf pour des réunions précises, des rendez-vous clients ou des choses comme ça. Alain Mévélec, vous adhérez à l'idée que les jeunes sont là-dessus ils imposent leurs conditions aujourd'hui? Complètement, et il y a aussi une dimension culture qui est très importante. C'est-à-dire
C'est-à-dire qu'on ne veut plus aller... la culture de l'entreprise, ce qu'elle véhicule est très importante. Nous, on travaille énormément là-dessus, que ce soit en aidant le milieu associatif, en ayant des valeurs. Et ça, de nos jours, c'est incontournable. C'est-à-dire qu'aller dans la boîte avec une très mauvaise ambiance, où ça se sent, je pense que c'est pas le bon moyen. Et puis effectivement, on est dans un monde de 7% de chômage, bientôt le plein emploi, et tant mieux. Mais du coup, ça nous oblige, nous, à passer en mode séduction, qui est quelque chose qu'on a un peu délaissé depuis 30 ans de chômage à 10%, où vraiment il n'y avait qu'à faire sans marché. Et puis, bon, nous, on est dans la tech. Alors, c'est vraiment, je pense, un des secteurs les plus en tension, mais c'est valable dans le bâtiment, c'est valable dans la restauration, c'est valable dans plein de secteurs. Et même quand vous êtes dans la restauration, si vous traitez pas bien vos salariés, je peux vous garantir qu'ils vont traverser la rue, pour reprendre une célèbre analogie. Ce matin, on évoquait au cours de la P1 d'ouverture l'expérience candidat. Il y avait l'expérience client, il y a l'expérience collaborateur, c'est connu. Maintenant, il y a l'expérience candidat, la façon dont on le traite, on lui donne envie de venir chez nous. Alors justement, Euphrate Cantouche, ça n'est pas un rapport direct avec l'embauche, mais je voudrais juste dire un mot peut-être sur le groupe Wolters Kluwer, puisque c'est un grand groupe d'information, notamment à la tête, qui regroupe notamment l'AMI Liaison Sociale. On va parler de Solveo RH, qui est une solution justement qui utilise la technologie au service de toutes les entreprises pour gérer la complexité de la gestion des RH, et Dieu sait si en France on est gâté. Mais j'aimerais juste qu'on revienne, c'est intéressant, sur justement comment un groupe de presse, je trouve que moi j'ai bossé il y a 50 ans ou 40 ans à l'Expansion, qui était 35 ans à l'Expansion, qui était le leader de la presse économique, qui est sans doute mort de ne pas avoir su comprendre que ça suffisait plus de simplement penser qu'il fallait passer d'un support papier à un support digital, il fallait aller au-delà. Et aujourd'hui, ce que vous démontrez, c'est que maintenant, un groupe de presse, pour durer, doit aussi offrir des services numériques. Oui. C'est une mutation et c'est ça dont vous êtes en charge, puisque vous êtes en charge justement des produits online au sein du groupe. Voilà. Alors racontez-nous, comment s'est fait cette mutation au sein du groupe? Au sein du groupe, elle s'est fait traditionnellement il y a une vingtaine d'années avec la numérisation de tout ce qui était contenu, parce qu'à la base, c'était un groupe d'édition. Et en fait, effectivement, toute cette progression a eu lieu, et parce que c'est du contenu juridique, c'est pour les PME, les TPE, c'est un contenu assez important, ils en ont besoin, notamment d'un point de vue pratique. Et juste avant la période de Covid, on a commencé à interroger beaucoup nos utilisateurs, nos clients, et on s'est aperçu que parmi les choses qui étaient les plus demandées, c'est 3 sujets principaux. C'était, comme à l'aéroport, les arrivées et les départs. C'est-à-dire que les arrivées en entreprise, l'embauche, tout ça, les départs, les négociations de contrats, et bien sûr aussi, avec l'arrivée du Covid, le temps de travail, avec tout ce qui est arrivé du mode hybride, télétravail, tout ça. Et on s'est dit que même si l'information reste indispensable, le cadre juridique, un responsable RH ou quelqu'un dans une PME a besoin de savoir, la RH, même s'il n'a pas de service RH dédié, il a besoin de vraiment être informé, d'avoir des informations pratiques pour gérer les dossiers. Il fallait aller plus loin et proposer vraiment aussi des outils, parfois qui s'intègrent à des outils déjà existants, mais aussi qui lui permettent de mieux préparer ses dossiers et de mieux mettre en place et développer des procédures pour ses missions. Et donc, en fait, Solveo RH se permet de faire ça. C'est qu'il y a 3 étapes. La personne s'informe, elle prépare via des simulateurs, des calculatrices. La personne, c'est quoi? C'est un collaborateur de la direction des ressources humaines? C'est en général Oui, ou dans une PME, ça peut être juste la personne qui s'occupe des ressources humaines. Parce que très souvent, des fois, dans des toutes petites structures, il n'y a pas un RH officiel. Mais il y a quand même les problématiques RH sont quand même très présentes. Et donc, en fait, il a besoin tout de suite d'avoir une information qui soit compréhensible, parce qu'il n'est pas forcément juriste, qui soit pratique, et aussi de pouvoir faire des simulations. Par exemple, je vais embaucher quelqu'un en contrat saisonnier. Quels sont les délais que je dois respecter? Quelles sont les procédures? Est-ce que c'est en conformité avec la convention collective en cours? Et en fait, Solveo RH permet tout ça d'une façon assez pratique. Et pour rejoindre un peu la philosophie de celle-ci, je ne dirais pas jusqu'à dire ludique, mais quand même abordable, qui ne soit pas complexe comme un outil technique. Et donc, l'idée, c'est, il y a 3 étapes clés, c'est 3 socles clés. C'est la personne s'informe, elle prépare ses procédures et elle peut lancer ses procédures via un logiciel qui est en ligne, qui est entièrement sur le cloud, où la personne peut générer ses documents, ses contrats de travail et ainsi de suite. Et effectivement, pour l'AMI Liaison, je pense que c'est vraiment l'avenir de l'entreprise de ce point de vue-là, où c'est à la fois le contenu qui a toujours sa valeur, qui est indispensable, mais aussi les outils qui permettent aux RH ou la personne qui gère les RH en PME, TPE de gérer tout ça et de pouvoir faire ses dossiers. Et pour rajouter par rapport à ce que disait pour les candidats, effectivement les marchés sont très tendus. Donc en fait au niveau RH, on leur demande beaucoup plus de choses.
ils ont des moyens beaucoup plus réduits. Et donc, en fait, pour ces tâches-là qui habituellement leur prenaient beaucoup plus de temps, ils ont besoin de gagner du temps. Parce que justement, il faut aller recruter des gens, il faut prendre du temps faire les entretiens, il faut aller chercher les candidats maintenant. C'est vraiment, on est dans un marché très très tendu, enfin pas uniquement technique, mais les collègues l'ont dit ici. Et donc, un RH a vraiment les RH ont vraiment beaucoup moins de temps pour remplir les mêmes missions qu'ils avaient avant. Donc, Alain, vous allez recruter 95 personnes cette année, je crois. Alors ouais, on en a déjà recruté 30. Déjà, un tiers du chemin est fait. On n'est pas en avance. Ah oui, c'est vrai qu'en 6 mois, vous avez même un peu de retard. Exactement, mais bon, ça va, on est quand même assez content. Mais oui, effectivement, je rejoins, c'est vraiment, c'est vital de nos jours de savoir le faire de manière efficiente. Alors effectivement, tous les outils techniques de suivi de production, mais pareil, il faut être actif. Quand une personne dit oui, il ne faut pas attendre 10 jours pour envoyer un contrat. Et puis nous, chez celle-ci, il y a un nouveau métier qui est arrivé depuis janvier. On a 3 Talent Acquisition Manager. Alors, j'aurais jamais cru. Talent Acquisition Manager. Voilà, j'aurais jamais cru. Vous voyez, on dit, tout à l'heure, j'entendais encore dans la plénière, avec Anthony Morel, nous dire ne croyez pas que l'IA va tuer l'ensemble des jobs parce que vont apparaître d'ici 2030-2050 des tas de jobs qu'on ne connaissait pas. Ah oui, Talent j'en aurais plein d'autres. Acquisition Manager. Voilà l'exemple. C'est tout. Enfin, j'en aurais plein des nouveaux métiers. Dans vos métiers, il y en a beaucoup. Très dur à recruter d'ailleurs parce que plus les métiers sont nouveaux, forcément, moins ils sont là. Mais enfin, 3 Talent Acquisition Manager, ça veut dire 3 personnes chez nous qui font que ça. Dédiées en permanence. En permanence. Sur une leur entreprise métier, c'est de chasser des nouveaux salariés. Sur une entreprise de combien de salariés actuellement? On est 130. 133 personnes 3 personnes. Qui chassent. Plus un head of people qui pilote tout ça. Donc ça fait 4 personnes juste sur le recrutement de salariés. Comment on fait la différence aujourd'hui pour attirer justement, repérer les meilleurs le plus vite, les choper avant qu'ils aillent ailleurs? Comment fait-on? C'est une vraie stratégie de commerciale, j'ai envie de dire. On chasse. De séduction aussi. Voilà. Séduction. Alors déjà oui, de chasse parce qu'il faut identifier Bien sûr. les bons candidats. Voilà. On avait ce matin les approcher comme on approcherait un client et après effectivement les séduire et avoir un bon process, une bonne explication, puis surtout de la réactivité parce que souvent on n'est pas tout seul. Voilà, il y a plusieurs offres sur la table, donc il faut savoir être le meilleur, exactement comme on le fait pour nos clients. Mais c'est assez nouveau, j'avoue, de le faire. On a toujours essayé de recruter les meilleurs, mais là, on se retrouve maintenant dans une situation qui est quand même particulièrement. Moi, j'ai connu que la France à 10% de chômage depuis Mitterrand. Donc mais ça fait plaisir. Ça ne nous rajeunit pas. Mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça veut dire que bien sûr. Faut trouver les meilleurs, faut se battre pour. Mais du coup, on est aussi, je pense, plus sélectif. Faut savoir que alors c'est valable pour nous, mais aussi pour une PME, l'erreur de recrutement, ça coûte très cher. Ça coûte très cher parce que le temps c'est de l'argent, c'est 3 mois pour recruter quelqu'un, 3 mois de période d'essai, finalement ça le fait pas, on remet le métier sur l'ouvrage, on a perdu 1 an. On a tout de suite perdu 1 an. Oui. Et quand on a un business plan à délivrer avec 7 personnes pour ce métier-là, si la poste reste vide, on peut pas faire le business plan. Et c'est valable pour toutes les PME. On avait ce matin effectivement dans la plénière d'ouverture un représentant de Clever Connect qui utilise l'intelligence artificielle pour sélectionner dans des piles de CV à partir de l'analyse textuelle en fait et de l'ensemble des parcours de ces candidats, justement avec objectif principal de repérer plus vite les meilleurs et les perles. Exactement. Avant qu'ils n'aillent ailleurs. Et c'est vrai que c'est extrêmement complexe. J'imagine qu'une entreprise comme Cisco, compte tenu de son envergure mondiale, reçoit beaucoup de CV. Oui. Comment est-ce que vous aussi vous différenciez-vous, Bruno Caille, chez Cisco, pour recruter ces talents manquants, surtout dans la tech, hein. Vous êtes dans des métiers très tech tous ici. Et comment faites-vous? Personnellement, on a fait évoluer nos processus de recrutement. Moi ça fait 15 ans que je suis chez Cisco. Quand je suis rentré, j'ai passé 9 entretiens. Ah oui. Ça a été un process sur 3 mois. Donc on voit bien que c'est pas un process qui est viable aujourd'hui avec des jeunes qui ont une sollicitation forte. Même 3 jours, à mon avis, c'est donc on est passé de 9 entretiens à 3 entretiens. Des entretiens qui sont du coup différents puisque avec des thèmes. Chaque interview a des mises en situation. Donc on demande un peu de travail aux candidats et c'est un bon moyen de voir déjà s'ils sont motivés, de voir s'ils peuvent s'adapter, s'ils peuvent travailler en peu de temps sous pression, et puis des processus beaucoup plus courts pour décider. On voit bien, on travaille sur finalement 2 grands aspects. Un, valider les connaissances techniques
Et deux, la dimension humaine, parce que la dimension humaine, c'est ce qui va nous permettre demain d'avoir des gens qui vont évoluer dans des métiers qu'on ne connaît pas encore. Si on n'a pas des gens qui sont flexibles, adaptifs, curieux, on aura des soucis. Ça rejoint, allez-y, Euphrate. Mais c'est là justement où on voit par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur les limites de l'IA. C'est-à-dire qu'en fait, l'IA permet de voir les qualités techniques, le pédigré, l'expérience. Mais pas les soft skills. Mais ce qu'on appelle les soft skills et qui est sur lesquels les entreprises sont beaucoup plus sensibles, ça c'est beaucoup plus délicat. Oui. Il y commence à avoir des entreprises qui commencent à développer des outils comme ça via la gamification. Notamment, je ne sais pas si vous connaissez, mais Goshaba. Et justement, pour repérer ces soft skills, c'est là où, en fait, au niveau de l'automatisation de ces recrutements, ça va plus se développer. Mais effectivement, avec le marché qui est tendu, comme le disaient mes collègues, il est vraiment nécessaire de raccourcir le temps de recrutement. Et donc, tout ce qui est lié au processus de recrutement au sein d'une entreprise, qu'elle soit grande ou petite, il faut que ce soit facilité d'une façon ou d'une autre. Et donc, en fait, Et en restant performant. Et en restant performant, bien entendu. La vie est Donc, compliquée. Voilà, donc c'est vrai que quelque part, il y a vraiment ça à appuyer. Une question, Euphrate Cantouche, chez l'AMI Liaison Sociale. On évoquait Solveo RH, qui est une première solution de votre nouvelle vie de provider de solutions digitales et pas uniquement de groupes d'information de presse. Vous avez identifié d'autres créneaux que les TPE-PME subissent chaque jour comme contraintes, comme défis, sur lesquels vous pourriez également avoir une approche un peu plus tech? Oui, alors juste du fait que nous sommes traditionnellement une entreprise de juridique, qui se focalise dans le juridique, effectivement, nous essayons de focaliser aussi sur les avocats et les directions juridiques. Enfin aussi tout ce qui est des services clés en entreprise, qui ont des dépendances très réglementées ou juridiques très fortes. Parce que justement, c'est quand même le cœur de notre métier à la base. On a énormément d'experts qui traditionnellement rédigent et font des analyses et sur lesquelles, notamment via liaison sociale, les gens se reposent énormément. Mais on a besoin justement de les complémenter avec des outils parce que, pour donner un exemple, les barèmes, les salaires, les délais de départ ou d'arrivée sont très réglementés. Et il faut trouver des moyens de faire ça en outils interactifs et que ce ne soit pas uniquement du texte mis à plat qu'un responsable RH ou qu'un professionnel doit déchiffrer. Donc en fait, via des outils interactifs ou via justement une approche plus, on va dire, ergonomique, on va dire pratique, on espère justement développer des outils dans ce sens-là pour ces marchés-là. Donc les avocats, les directions juridiques, bien sûr les RH, enfin tous les services entreprises. Et notamment, on parle beaucoup de compliance aussi, donc tout ce qui est lié à vraiment la réglementation. Et n'oublions pas, on est dans l'Europe, donc il y a quand même des choses à respecter. Donc, et là aussi, votre cible peut être, quelle que soit la taille des entreprises, c'est pas forcément réservé ce que vous préparez à des grands groupes. Alors non, on est très ouvert. Après, c'est vrai que là où on a identifié des choses, des grandes entreprises comme Cisco, par exemple, ils ont des services très développés en termes de juridique. Ils ont des DJ, ils ont des RH très développés. Enfin, le recrutement se fait tout en interne. On a voulu s'approcher des PME parce que justement, ce ne sont pas forcément des experts juridiques et ils ont besoin d'une approche pratique à leur métier. Et ils sont très tendus en termes de charge de travail. Oui. Donc, du coup, cette tension nécessite justement de ne pas perdre du temps dans les procédures, dans la paperasse, comme le disait mon collègue. On prend énormément de temps à recruter quelqu'un. Si ça se passe mal, on est obligé de repartir à zéro. Donc il faut que toutes les étapes dans ce qu'on appelle communément le workflow, le flux de travail en français, il faut que ça soit un peu facilité justement via différents services. Un dernier mot d'Alain, je vous sens avec le micro, vous ne l'avez pas lâché, donc allez-y, un commentaire. Et un dernier mot de Bruno Caille, allez-y. Non, mais je disais effectivement tous ces aspects juridiques sont de plus en plus prégnants. Je pense au RGPD notamment, mais effectivement le droit social français est assez complexe et effectivement tout outil qui permet d'y voir plus clair. Et l'IA là-dessus peut nous aider beaucoup. Oui, pareil. Il y a quand même aussi des risques à se tromper dans un contrat de travail. Donc j'aime l'initiative. Ce que Solveo essaie de fournir, c'est justement cette rassurance dans le fait que c'est liaison sociale. Voilà, vous êtes sûr de ce qu'on vous fournit. Enfin voilà. Un tout dernier mot, Bruno Caille, en une minute. Si on se voit dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, vous pensez que le travail hybride se sera installé ou est-ce qu'on peut, il y a une possibilité, vous observez peut-être des signes comme quoi avec le retour on s'aperçoit que finalement, parce que je commence déjà à entendre le fait qu'ils sont chez eux mais à la main la productivité commence à tomber, on est moins créatif parce qu'on n'a pas l'intelligence collective, etc. Est-ce qu'il y a un risque là-dessus que finalement on en revienne un peu ou d'après vous ça s'installe véritablement? Je suis convaincu que ça s'installe et je suis convaincu qu'on n'est qu'au début du travail hybride dans le sens où dès qu'on a un grand changement il faut aussi apprendre à le maîtriser.
apprendre à jouer avec pour être plus performant. Donc moi je pense qu'on est vraiment installé dans un mouvement de fond, qu'il y aura effectivement pour beaucoup d'entreprises des questions. Comment optimiser, comment s'assurer que les collaborateurs sont vraiment engagés, même s'ils viennent peu. Comment s'assurer que je vais avoir suffisamment d'espace pour que les gens continuent la création, l'innovation ensemble. Comment on va continuer à faire partager. Donc je pense qu'on l'a vu avant la période pandémique, moins de 8% des collaborateurs pouvaient travailler à distance. Voilà. Maintenant, tous peuvent le faire quasiment. Maintenant, tous peuvent le faire. Forcément, c'est un changement qui est tellement brutal en peu de temps qu'il faut se poser des questions sur l'organisation, sur les moyens, Bien sûr. sur l'accompagnement pour qu'on soit encore plus performant. Je retiens qu'on a changé de monde. Maintenant, il faut donner envie aux gens de venir au bureau. C'est un beau challenge managérial. Merci messieurs, merci Bruno Caille, directeur solutions chez Cisco. Merci Alain Mévélec, directeur général fondateur de celle-ci. Merci Efrac Cantouche, directeur des produits online chez Wolters Kluwer et notamment à l'origine du produit Solveo RH. On change de plateau. Merci messieurs. Merci, et j'accueille mes nouveaux invités autour de la thématique cruciale pour les TPE, PME, mais comme toutes les entreprises, de la création-transmission. Je vais leur demander de s'installer. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à tous les deux. Bonjour Nathalie. Bonjour. Je vous présente, mais j'entends un jingle. Je vous présente Nathalie Carré, expert entrepreneuriat chez CCI France, et Jérôme Galloni-Distria, animateur régional, transmission d'entreprises organisées, on va dire ce que c'est, en Ile-de-France, chez AG2R. Nathalie, on démarre ensemble. Oui. J'ai envie de vous demander un petit peu quelle est la météo en matière de création d'entreprises en Ile-de-France, mais aussi en France, puisque CCI France couvre toute la France. Où en sommes-nous post-Covid? Je dis post-Covid parce que c'est un rêve de dire post-Covid. Oui, qu'on en soit sorti. Ça fait quand même depuis 2009 que ça ne fait que croître. Donc post-Covid, on a battu des records puisqu'on est presque au million de création d'entreprises. Ce qui est dingue. Ce qui est dingue puisqu'effectivement, on était à 250 000 avant 2009. Donc vous voyez, 250 000, 1 million, on a quand même... On était avant le Covid déjà autour du million. Oui, avant le Covid, on était déjà à 700 000. Donc c'était déjà énorme. Enfin, de toute façon, chaque année, depuis 2009, on dit que c'est une année exceptionnelle. C'est vrai, c'est vrai. Où est-ce que ça va s'arrêter? Et en revanche, alors, pour vous donner une info, en 1850, on a les chiffres depuis 1850. Waouh. On était à peu près à 54% d'entrepreneurs en fait en France. Et donc on voit une courbe qui fait ça. Et là, effectivement, cette courbe, alors je ne vais pas m'engager, je ne vais pas faire Madame Irma. Est-ce qu'on va revenir? 54%, ce serait considérable. Ça serait énorme. On est à combien du coup aujourd'hui? C'est simple, on est à 4 millions sur... combien 50 ouais. 50, si on enlève les jeunes. Si on enlève les jeunes. Sur les actifs, on n'y est pas encore. Mais quand même, la courbe, elle est jolie à voir. Et pour l'essentiel, ces créations, quelles sont-elles aujourd'hui? Parce qu'on dit souvent, je dis ça parce que, à mon avis, il y a un truc qui a vraiment changé. Il y a plein de choses qui ont changé avec le Covid. On va parler après du rapport au travail, etc. Mais on a tendance à dire que cette explosion venait des chauffeurs de VTC, de jobs contraints. Et tout d'un coup, il y a le job qu'on a envie de faire parce qu'on a, et c'est un peu l'objectif du dernier plateau, on a eu envie de s'intéresser sur le sens de nos vies, où est-ce qu'on veut vivre, à quel rythme, dans quel type de ville, pour faire quoi avec qui, dans quel type de lieu, est-ce que je veux être traverser Paris d'est en ouest pour me retrouver sur un plateau à la Défense où de toute façon les gars sont en télétravail et je ne les ai pas vus depuis 3 semaines. Exactement. Donc il s'est passé un truc et on a le sentiment que le travail, et d'ailleurs vous allez m'en parler parce que j'aimerais voir un petit peu les chiffres là-dessus. Quelles sont les motivations aujourd'hui finalement? Quelles sont-elles ces nouvelles motivations de la création d'entreprise? En fait, il y a une étude pendant Covid où c'était presque 60% des salariés qui disaient « je veux quitter mon poste ». C'est énorme. Donc ce qui veut dire que les gens se sont reposé la question de pourquoi. Alors parce que vous avez eu deux catégories. Vous avez ceux qui n'ont rien fait pendant 2 mois et qui se sont dit mais finalement est-ce que j'ai envie de retourner faire ce que je faisais? Je m'occupe de mes enfants, là j'ai du temps, etc. Est-ce que j'ai envie de reprendre ce que je faisais? Puis il y a ceux qui se sont mis à bosser comme des brutes, qui se sont dit mais ouais, pourquoi je bosse comme ça? Donc en fait on s'est retrouvé avec autant de salariés qui se sont dit je veux quitter ma boîte. Et effectivement, nous on a interrogé 8500 entrepreneurs et plus de 50%, 54% nous ont dit en fait j'entreprends pour redonner du sens à ma vie. Et cette question on l'avait jamais posée. Voilà, c'est ça qui est intéressant. On savait qu'ils aimaient l'indépendance et tous ces sujets on les connaissait, la liberté. Pas tellement gagner plus d'argent d'ailleurs. Non, ça jamais. De toute façon, tant mieux parce que
Au début, c'est pas. Au début, c'est quand même pas terrible. Il vaut mieux que ce soit pas la priorité, on est d'accord. Mais maintenant, il y a cette fameuse quête de sens dont on entend parler partout. Oui, partout. Elle irrigue aussi la création d'entreprise. Elle irrigue la création d'entreprise, elle irrigue tous les âges. Parce Voilà. qu'on C'est ça, entend la toujours nouveauté, les millenniums, etc. Vous entendez les HEC qui veulent plus aller partir dans la finance, etc. Mais quand vous voyez les projets de reconversion de ces cadres qui se disent je vais retourner dans l'artisanat, beaucoup, l'artisanat, faire avec ses mains attire beaucoup, mais pas seulement, le commerce, l'hôtellerie, etc. Et donc finalement, tous les secteurs d'activité en ont profité, avec des jeunes, avec des moins jeunes. C'est vrai que l'âge moyen des créateurs tend à s'étaler beaucoup plus, même à 50 ans, 55 ans, parce que finalement, je veux redonner du sens. Voilà. Je veux faire quelque chose qui est aligné avec mes valeurs et je me lève le matin pour savoir pourquoi. Ouais, on a tous vécu ça finalement, parce que on s'est tous dit, d'abord on s'est tous rappelé qu'on était mortels. Oui, je crois. Non, enfin moi ça me frappe beaucoup, et on s'est aperçu que finalement un coup un postillon mal placé pouvait finalement faire partir des proches ou vous-même très rapidement. Et du coup ça a changé beaucoup d'entre nous. Mais du coup, est-ce que on crée juste un job ou on crée des entreprises aujourd'hui sur cette motivation du sens et d'avoir envie d'une autre vie? Qu'est-ce que vous avez des études là-dessus? Qu'est-ce que c'est trop tôt pour savoir ce que vont devenir ces entreprises? Alors oui, parce que pour l'instant, on reste quand même, je caricature à peine, on est à 90% d'entreprises solo, donc le fondateur part tout seul, et 10% d'entreprises avec des associés. On sait que quand les entreprises partent avec des associés, elles sont plus pérennes, il y a plus d'investissement, il y a plus de capital social au départ, il y a plus d'investissement, etc. Donc en général, c'est des entreprises plus pérennes. Maintenant, honnêtement, rien ne dit que d'une entreprise solo, parce que le gars, justement, ras-le-bol, il a envie d'être tout seul dans un premier temps, pris par le goût, etc. Ça va pas faire quelque chose. Là, franchement, je serais pas capable de juger sur ces nouveaux reconvertis, j'ai envie de dire, Oui. qui ont quand même un esprit plus business aussi, parce que une carrière professionnelle plus dense. Est-ce qu'on observe une multiplication des créations d'entreprises en dehors de l'immense Paris, région parisienne, de tous ces gens qui se sont aussi dit, moi, Paris, je supporte plus. Moi, plein de mes potes en sont là. Hein. Je veux dire, il y a quand même tellement de contraintes dans les grandes villes, trop minéral, pas assez végétal. Enfin, évidemment, on le ressent dans la création. Oui, on a une multiplication dans des zones nouvelles de création d'entreprise ou pas? La création comme la reprise, c'est le moment idéal. Enfin, c'est prendre sa vie en main, mais sa vie personnelle. Alors après, il faut que tout le monde soit d'accord. Il faut que les ados soient d'accord, parce que la banlieue de Brive, c'est bien, mais quand on a 16 ans, ça fait peut-être moins rêver. Donc, c'est un vrai projet familial. Mais je crois que les enfants aussi, ils ont apprécié de repasser du temps avec leurs parents. Je crois qu'il y a des nouveaux contrats moraux, entre guillemets, dans les familles qui s'installent. Et je pense que c'est important d'échanger là-dessus. Les femmes se sont aussi beaucoup plus lancées. Donc, tant mieux. Donc, oui, les choses changent. Alors, est-ce que c'est totalement conjoncturel ou est-ce que ça va perdurer? L'avenir nous le dira. Je ne suis pas Madame Irma non plus. Mais on sent quand même que c'était une tendance de fond et qui s'est accélérée comme tout ce qui s'est passé pendant Covid, en fait. Je regardais les chiffres que nous avez envoyés. Un truc qui m'a surpris, c'est que l'envie est toujours aussi forte, mais que le passage à l'action augmente mais reste faible. Alors en France, on a un vrai problème. On est des velléitaires? Ah non, mais on a 15 millions de Français qui veulent. Et en fait, il y en a 1 million qui le font. Alors, il y a plein d'études académiques sur le passage de l'intention à l'action. Ouais. C'est plein de facteurs. Et effectivement, il y a des freins à passer, il y a des résistances, il y a des perceptions. Et les perceptions, nous qui accompagnons les entrepreneurs, c'est difficile de faire changer des perceptions, notamment des perceptions sur ma capacité à faire. Est-ce que je vais être capable de faire? Et avec ce que les médias nous donnent comme chef d'entreprise, comme modèle de chef d'entreprise, c'est vrai, quand on a un CAP ou qu'on a un ex-employé, est-ce qu'on se dit qu'on va être capable de faire? Donc, vous trouvez qu'on ne montre pas assez d'exemples d'entreprises plus artisanales, des petites structures? On ne montre pas assez? Même si on en montre, en fait, le grand public... On essaye en tout cas de le faire. En fait, le grand public ne se dit pas, quand moi j'interroge mes étudiants par exemple, je leur dis, vous connaissez des chefs d'entreprise dans votre rue? Eh ben, le boulanger, il pense pas que c'est un chef d'entreprise. Le coiffeur, il pense pas que... En fait, tous ces métiers de proximité, ils se disent pas que ce sont des chefs d'entreprise, alors que ce sont des chefs d'entreprise à part entière. Donc, je pense c'est vrai qu'il y a cette réhabilitation du métier de chef d'entreprise. D'ailleurs, ils se disent pas chef d'entreprise, tous ces gens-là. Ils se disent
petits indépendants, ils à leur compte. Je pense commerçants. Voilà. Commerçants. Et du coup, il faut lever ses freins. On en parlera aussi. On va parler transmission aussi et reprise d'entreprise, mais je vais peut-être d'abord me tourner vers vous, Jérôme Galloni-Distriag. Jérôme, vous êtes à la fois, vous êtes animateur régional. Je reprends cette expression sur laquelle vous allez m'apporter une précision de transmission d'entreprise organisée au sein d'AG2R. Alors AG2R, je vous connais comme un énorme groupe de protection sociale de 15 millions de clients. C'est ça, exactement. Et avec plus d'un demi-million d'entreprises également. Voilà, une entreprise sur 4. Une entreprise sur 4 françaises. Ouais. Un Français sur 6. Oui, c'est ça. Quasiment, ou 5, avec 1000 conseillers sur le terrain. Exact. Et puis, vous êtes partenaire de cette journée Impact PME et on pensait qu'on allait parler ensemble de protection sociale. Non, mais on va parler de transmission. Alors, ça m'a étonné. Expliquez-moi d'abord ce qu'est la transmission d'entreprise. J'insiste sur le mot organisé. Ben oui, organisé parce qu'on s'est aperçu qu'on accompagnait nos dirigeants depuis la création jusqu'à la transmission, mais qu'après on les perdait de vue parce qu'ils devenaient nos allocataires. Oui, pour beaucoup, ils devenaient nos retraités. On leur servait leur pension de l'ARCO, de la GIRC et parfois leur régime supplémentaire. Mais on ne les revoyait pas. Et parfois, on revoyait l'argent revenir parce qu'on est aussi assureur. On est un groupe paritaire, mutualiste, une forme un peu particulière en France, et on est aussi assureur. Et donc l'argent revenait par un autre biais, parce qu'on a beaucoup de partenariats, via l'assurance vie, bien sûr, qui est le placement préféré des Français. Et donc on se disait, oui, mais qu'est-ce qu'il y a eu au milieu? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il y a eu comme conseil? Comment on a pu organiser tout ça? Avant, on aurait presque pu dire optimiser, mais optimiser est devenu un gros mot, on a préféré organiser. D'accord, d'où le mot, parce que quand on suit au téléphone, mais insister sur organiser. Oui. Optimiser, ça sonne pas bien. Non, en plus, c'est devenu un mot qui est répressible au titre du livre de procédure fiscale. On va éviter. L'article 64, donc on va éviter. On va éviter. Donc, alors, le chiffre est intéressant parce que l'une des raisons pour lesquelles, effectivement, AG2R s'intéresse à ce sujet, c'est que quand même, il y a combien d'ailleurs, dizaines de milliers d'entreprises à reprendre en France. L'un de vous le connaît le chiffre ou pas? Il est très variable, mais en fait, il y a à peu près 5 repreneurs pour un cédant. Donc, 5 repreneurs, oui, donc 4 entreprises qui représentent 750 000 emplois potentiels. C'est ça. En fait, le truc, c'est que c'est très compliqué. Quand on parle commerce, on a 4 cédants pour un repreneur, le bar tabac, etc. Et quand on parle entreprise, de B2B, effectivement, c'est l'inverse. Donc c'est un marché qui est très compliqué. En revanche, le grand fantasme de dire il y a 700 000 dirigeants qui partent en retraite, etc., etc. Moi, ça fait 20 ans qu'on me parle de ces 700 000 dirigeants. Et je les ai pas vus encore. C'est-à-dire, j'ai pas compris, là, les 700 000, c'est les emplois qui sont menacés ou c'est des dirigeants? Ah, mais les deux. Les deux, en fait, parce qu'en fait, il y a 550 000 emplois induits par une réussite d'une transmission bien organisée et bien pensée. Et Fanny Drombokos, qui était la députée de l'Hérault, avait remis un rapport à l'époque au ministre de l'économie, c'était je crois Emmanuel Macron d'ailleurs, et oui, en lui disant voilà, il faut faciliter, il faut continuer à rendre plus lisible et facile la transmission d'entreprise, y compris celle qui est familiale, qui est parfois alors qu'une entreprise sur 4 en France est d'origine familiale. Oui, c'est-à-dire l'essentiel des entreprises à reprendre sont des entreprises familiales aujourd'hui. Complètement. Et on est parfois sur des G7. Oui. Des générations 7. Oui. Où, il y a encore beaucoup de avec G7. une pérennité. Oui. Il y a encore beaucoup de générations, 7 générations. Et oui, il y en a. D'ailleurs. Quel dommage de les voir partir, c'est sûr. Oui, et puis j'espère qu'il va y en avoir encore beaucoup parce qu'on sait que c'est des entreprises qui sont plus pérennes, qui ont plus de temps, etc. Et là, c'est vrai que nos jeunes créateurs qui veulent tous faire la start-up avec des levées de fonds, je me sens un peu. Disons qu'effectivement, on sait que ces entreprises familiales avec des fonds familiaux sont des entreprises plus stables dans le temps, plus pérennes dans le temps, qui ont plus de temps. Elles ont moins la pression des actionnaires, des fonds d'investissement. Exactement. Et elles sont historiquement plus solides, dans bien des cas d'ailleurs. Sauf que lorsque le dirigeant n'a pas d'héritier et qu'il est fatigué, moi j'ai en tête, on a fait une émission qui s'appelle Connect ta boîte, dans laquelle on a rencontré un ferronnier d'art dans les Alpes, un type formidable, Frédéric, qui adore son métier, qui représente le meilleur de la France, qui rêve de céder sa boîte. Et son rêve, c'est que ce savoir-faire ancestral français ne disparaisse pas. Et il ne trouve pas. Et il adore, il a des alternants. Il veut leur donner la boîte, il ne trouve pas. Alors, on va venir ensemble au frein. C'est-à-dire, vous aidez, je ne sais pas combien d'entreprises d'ailleurs, parce que vous allez nous expliquer comment faites-vous. Vous repérez ces gens. Oui. Là, on a une cible.
Oui. Quelqu'un dont si on s'en occupe pas, il va soit rater sa sortie d'une certaine façon. Oui, On va bien l'aider sûr. à la réussir Mhm. et à rendre pérenne cette On va lui entreprise. proposer. Voilà. Qu'est-ce que On vous va lui faites proposer un accompagnement. si c'était mon... Alors c'est peut-être un tout petit exemple en termes Non, non, de parce taille que d'entreprise, mais ce par sont nos exemple pour mon valeurs. Frédéric que j'adore. Ce sont nos valeurs. C'est des typiquement. valeurs d'entreprise comprises entre 300 000 et 3 millions. Alors On ne allez-y. parle pas de... Comment procédez-vous Alors, on a un réseau de 1000 conseillers, vous l'avez noté. On a aussi des partenaires, des experts comptables, des réseaux d'avocats, voire de notaires. Mais aussi, comme c'est un organisme paritaire, évidemment, la CPME, la CCI, avec lesquels on travaille, et qui nous source des dossiers en nous disant, ben voilà, la première chose qu'il va falloir regarder pour votre dirigeant, c'est quand et combien sa retraite. Est-ce qu'il le sait ? Est-ce qu'il le sait de façon certaine? Est-ce qu'il en a la mesure? Voilà. Je suis Donc déjà, pas. Probablement pas. Probablement pas. Possiblement pas. Voilà. Possiblement Donc la pas. première chose, ça va être de quantifier ce qu'on appelle son patrimoine social. Oui, On a tous un patrimoine social ici. bien sûr. Et on s'attache beaucoup plus à celui, aux autres masses qui sont privées, voire professionnelles. Alors que ce patrimoine social, qui, je vous le rappelle, une retraite de 2700 € projetée sur 20 ans, c'est 1 million d'euros de patrimoine projeté. Parce qu'on va aussi parler de réversion. La retraite, c'est un patrimoine. Eh oui, la Ah oui. retraite, c'est Oui, un j'aurais patrimoine pas pensé. qui est issu des cotisations Bah oui, qui ont été ça on les versées. connaît bien, oui. Oui, celle-là, Oui, celle-là, elles on ont voit été bien. Celle-là, je les maîtrise. Non, pas toutes, versées par vous et pour vous. Parce C'est que vrai. vous avez été aussi salarié parfois, peut-être. Oui, 3 ans. Eh ben oui, eh ben donc Le reste, les entrepreneur. entreprises ont versé pour vous des cotisations, des points ARCO, des points GIRC, des trimestres. Tout ça c'est compliqué, ça change, oui, mais il faut savoir quand et combien. Et une optimisation de ces régimes est possible via tout le droit social qui est le nôtre, certes un peu complexe, mais à la portée de tous. Est-ce que je dois racheter des trimestres? Est-ce que je donne un statut à mon conjoint? Voilà, il y a des vraies opportunités pour faire que ce patrimoine ne soit pas non seulement perdu, mais valorisé. Et en même temps, la rotule avec la transmission se fait par, parfois, l'optimisation, l'organisation de cette retraite. Je liquide ma retraite, je continue à travailler. Votre dirigeant, Ferronnier, Cumul pourrait très bien- emploi-retraite, le cumul emploi-retraite. Exactement. Et j'abaisse ainsi la charge de l'entreprise qui peut, à ce moment-là, faire monter peut-être un alternant ou autre qui peut reprendre. Ça permet une transition pour qu'il n'a pas forcément les moyens de racheter l'entreprise. Exactement. Il peut accompagner. On va libérer C'est-à-dire que de la vous accompagnez intelligemment tous ces aspects Oui. de fiscalité personnelle, patrimoniale, de sa retraite, du financement éventuellement par le repreneur. Vous avez Oui. accès à des partenaires éventuellement bancaires ou Alors, vous les ensuite, aidez aussi là-dessus? sur le financement, non. Parce qu'on est assureur, on n'est Oui. pas banquier. Notre objet social, c'est d'accompagner évidemment nos dirigeants Bien sur sûr. ces problématiques. Bien sûr. Mais c'est vrai que c'est un vrai nœud, le financement. Parce que derrière, c'est qui va reprendre, avec quels moyens. Mais lorsqu'on met en face du banquier qui comprend, c'est logique, d'abaissement de coûts, de charges remplacés par une autre source, un autre flux de revenus, eh bien là, on a des sources nouvelles et des portes qui s'ouvrent. C'est ce qu'on essaye de faire, d'ouvrir des portes. Nathalie Carré. Oui, après, alors ce que vous évoquiez pour votre ami, c'est effectivement cette envie d'entreprendre par les jeunes et ces métiers difficiles. Et ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Et ils sont nombreux. La restauration n'arrive plus. Enfin, bref, tous ces métiers dits artisanaux. Assez étrangement, je pense que le salut viendra des quadras. Qui effectivement se reconvertissent majoritairement dans l'artisanat, D'accord. qui retournent en restauration, en pâtisserie, justement dans la passementerie, dans tous ces métiers d'art, parce que quand on a passé 20 ans finalement faire du tableau de reporting, On a envie d'autre chose. voilà, quelque chose justement qui a ce fameux sens. Maintenant, les alternants, c'est pas simple parce que c'est le financement qui coince. Alors il y a des crédits vendeurs qu'on peut activer, etc. Mais voilà, je pense qu'on peut trouver quelqu'un qui, je m'engage pas à lui trouver un repreneur, mais je pense quand même qu'on peut trouver quelqu'un qui accepte de vivre à la campagne et qui sera passionné par ce métier d'art, si tant est qu'il puisse être formé et accompagné pendant longtemps, parce qu'il y a ça, les savoir-faire se perdent. Bien sûr. Et il y a le problème de ces compétences qui se perdent. Est-ce que vous avez, en tant qu'un peu vigie de cette thématique, aussi bien création que transmission, Nathalie Carré chez CCI France, une idée de est-ce que les transmissions en ce moment se passent plutôt bien ou pas? Ou est-ce que la météo, j'ai évoqué la météo de la création, est-ce que la météo de la transmission est bonne ou est-ce qu'elle est stable? Est-ce qu'on a des infos? Ça fait 20 ans que je m'occupe de transmission et de création et en fait ça reste stable. Il y a toujours des années un petit peu, voilà, mais globalement ça reste stable. C'est-à-dire que c'est un sujet qui est compliqué techniquement mais qui est maîtrisé par des professionnels, donc sous-traité à des avocats, des experts comptables, etc., des professionnels à la G2R. Mais c'est un métier complexe. Enfin c'est une activité complexe parce que c'est
beaucoup plus que la création, c'est une activité d'émotion. C'est un sujet d'émotion, d'affectif. Chaque parole qu'un repreneur va prononcer peut faire pencher la balance pour lui ou contre lui. Et ça, on a des repreneurs qui sont trop dans le business, trop dans les comptes. Leur obsession, c'est l'évaluation d'entreprise. C'est pas le sujet, en fait. Un peu, ils ont mis toute leur vie. À un moment donné, leur retraite en dépend en partie. À un moment donné, ça sera le sujet. Mais au début, t'es qui, toi? C'est quoi ce que tu as créé? C'est quoi tes valeurs que tu as mis dans ton entreprise? C'est quoi que je vais faire perdurer? Comment je vais motiver tes salariés à me suivre? Comment je vais motiver de nouveaux salariés? Comment je vais pérenniser ton business? Donc, c'est vraiment des questions de valeurs, de partage de valeurs, de culture et d'émotion. Et c'est ça la complexité. C'est faire marier ces cultures et ces émotions entre le repreneur et le cédant et des équipes. Merci. Une dernière question peut-être à vous, Jérôme Gallon Industria. C'est gratuit ce service d'AG2R et pour ceux que vous accompagnez. Et je ne me rends pas compte du volume finalement d'entreprises que votre structure permet d'accompagner pour éviter que... Combien d'entreprises ne disparaissent ? Alors, c'est difficile à dire parce que sur 500 000 entreprises, on pourrait se dire qu'on n'a pas la taille et la capacité d'accompagner tout le monde. Cette notion étant quand même, cette ambition qui est née il y a une dizaine d'années, qui est de faire rimer assureur avec valeur, cette fois-ci, valeur sociétale, pour accompagner l'entreprise parce que dans les territoires, il y a un lien intime avec l'emploi, on l'a vu. Valeur patrimoniale, oui, patrimoniale parce qu'il va la vendre et en dépend beaucoup de son schéma de projet de vie. Mais projet de vie, la vie d'après, c'est quoi? C'est votre projet de vie familial. Et familial, je dirais au sens large. Oui, bien sûr. La famille, on va vous demander votre conjoint. Est-ce qu'il va être content de vous avoir à la maison toute la journée pour celles qui ne travaillaient pas? C'est une vraie question. Votre conjoint, vos enfants, vous voulez les aider avant, après? Comment ça se passe? Oui, mais bien sûr. Et après, on vous posera la question ultime. Et vos parents, ça va? Et là, on a une autre vision. Et là, on parle la dépendance, 4 générations dans chaque famille. Du projet de vie de chacun. Donc, bien pour répondre à votre question, on accompagne environ 600 dossiers par an. D'accord, par an. Voilà, en ce moment, en gestation. Parce que ça prend pas non plus 6 mois. Et trop souvent, on est interpellé sous les quelques semaines précédant la session trop tard, alors qu'une transmission c'est de 2 à 3 ans et quand on est dans le familial c'est 5 ans. Donc on essaye de faire mieux, mais on recrute. Allez-y parce que c'est top ce que vous faites. Merci infiniment à tous les deux. Merci Nathalie Carré de nous avoir précisé où en est la création et la transmission d'entreprise. Je rappelle que vous êtes expert entrepreneuriat chez CCI France. Merci Jérôme Gallon Industria. Vous êtes quant à vous animateur régional transmission d'entreprise organisée en Ile-de-France chez AG2R. Merci à tous les deux. Merci Philippe. Bonne journée. Au revoir. Et on va attaquer avec un 3e plateau de cette émission spéciale Impact PME en direct du Carreau du Temple à Paris pour la dernière émission de la 3e saison d'Impact PME que nous n'avons pas pu faire en décembre compte tenu de la crise sanitaire, mais qu'on réalise à présent avec grand plaisir. Et nos 3 invités à présent autour de la thématique de la nouvelle relation au travail post-Covid qu'on a déjà évoqué un petit peu, mais qu'on va approfondir avec 3 invités. Je vais vous présenter Dominique Largot, délégué régional de l'APEC en Ile-de-France. Bonjour. Bonjour Dominique. À vos côtés, Cédric Juteau, directeur territorial Pôle emploi de Paris. Bonjour. Et puis Anthony Strecher qui est un fidèle. Bonjour Anthony. Bonjour Philippe. Président de l'association GSC que j'ai le plaisir de recevoir régulièrement dans cette émission pour parler du métier d'entrepreneur, de ses éventuelles difficultés, de la façon dont GSC les accompagne, notamment quand l'environnement est un petit peu adverse. On va peut-être commencer d'ailleurs avec Anthony, parce qu'on a déjà un peu évoqué dans la partie précédente, si vous m'y autorisez, Dominique et Cédric, cette nouvelle relation au travail, quand on évoquait justement le recrutement difficile, la pénurie des talents, etc. Mais comme on est aussi avant tout une émission d'entrepreneurs, par un entrepreneur pour des entrepreneurs, avec des entrepreneurs aussi, j'aimerais faire avec... on va se tutoyer Anthony parce qu'on se connaît trop, mais avec toi Anthony, cette fameuse crise, il y a beaucoup de choses quand même en ce moment. On pensait qu'on était un peu plus, je ne veux pas dire peinard, on n'est jamais peinard, mais on pensait que ça s'était un petit peu apaisé, et à la crise sanitaire s'ajoute aujourd'hui un contexte d'incertitude incroyable qui est compliqué pour les entrepreneurs. Est-ce que ça impacte à la fois leur morale, leur mental, leur situation financière, parce que GSC accompagne ceux qui sont dans la difficulté? Quel est ton regard sur cette situation post-Covid des entrepreneurs aujourd'hui?
Alors merci. Alors le regard déjà, oui effectivement, je suis aussi chef d'entreprise, président d'une association qui accompagne et qui fédérée par les organisations patronales. Donc les hommes et femmes chefs d'entreprise, on les côtoie au quotidien. J'en suis moi-même un. Alors aujourd'hui, effectivement, il y a une première chose. Je vais donner un premier chiffre qui vient de l'INSEE, qui vient en fin de compte des données de l'État et de l'organisme. C'est que plus de 90% des entreprises en France sont des entreprises de moins de 5 salariés. On l'oublie trop souvent. On l'oublie trop souvent. Donc l'homme et la femme qui maîtrisent et qui créent une entreprise, qui la suit, qui essaie de la développer, est bien souvent seul, peu équipé, peu armé à gérer tout ce brouhaha et toute cette complexité RH, cette complexité de recrutement, cette complexité de fidélisation. Donc ça déjà, il y va avec ses petits bras. Et là aujourd'hui, c'est vrai que depuis 2 ans, on est dans un contexte inédit, qu'on n'a jamais vu, parce que quand on regarde avec les économistes, on a un baromètre avec Altares, on essaie de comprendre les chiffres, voire de faire des projections pour demain, tout le monde nous fait je sais pas. Incertitude. Ouais. Donc c'est vrai que pour un homme et une femme chef d'entreprise, qui a la tête en moyenne de 3 à 4 salariés, qui est souvent seul, peu accompagné, de se dire voilà, mon business model il a changé parce que les impacts du Covid, la crise sanitaire, le côté sanitaire, on va dire, est un peu derrière nous. On a des vaccins, on a quand même l'État, on a énormément aidé là-dessus. Donc ça, c'est derrière nous. Après, la complexité du changement du métier, des changements de modèle économique, l'inflation, la crise en Ukraine, la pénurie des matières premières, les changements aussi de sens que les gens veulent, les salariés veulent au quotidien, ce qui est normal. C'est beaucoup en même temps, hein. Ça fait beaucoup de choses. Et maintenant, on a vu le télétravail, on a vu ça marche, donc je le veux tout de suite. Oui, mais moi, je suis pas encore équipé. J'ai que 3 PC, il faut que je change tout. C'est quoi ce qu'on oublie des fois, le volet cybermalveillance, dire au fait, quand je mets quelque chose en place, mais ça va être compliqué. Donc toutes ces complexités, on se les est en pleine tête. Le remboursement du PGE qui arrive. Le remboursement du PGE, ça arrive petit à petit. Et les premiers indicateurs qu'on voit hélas aujourd'hui, c'est qu'effectivement l'aide du quoi qu'il en coûte a très bien fonctionné pendant 2 ans. Il est derrière nous. Maintenant, il est temps de se remettre en marche. Il est temps de rembourser. Il est temps de s'adapter. Énormément d'éléments exogènes. Et l'humain, parce qu'il faut quand même revenir sur l'humain, le chef d'entreprise est un être humain. Il doit gérer son premier capital de l'entreprise, c'est l'humain. Et là, il a plein d'exigences à gérer, bien souvent n'étant pas armé, peu accompagné, à savoir comment je fais avec ces nouveaux dogmes, ces nouvelles exigences, ces nouveaux marchés. Mais pour autant Anthony Strecher, un chiffre que vous m'avez envoyé en 21, selon la société Altares, ce sont 29 000 chefs d'entreprise qui ont perdu leur emploi. Et ça commence, alors c'est à peu près, c'est même un peu moins que les autres années, mais ça remonte un petit peu maintenant. Alors c'est le chiffre qui est anormalement bas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est anormalement bas, oui. Il est anormalement bas parce que c'est le chiffre le plus bas depuis 1987. C'est celui des défaillances, en gros. Celui des défaillances des hommes et femmes chefs d'entreprise qui passent par le tribunal de commerce, et je souligne ce chiffre-là de 29 000 qui est certes le très bas. 99% des cas, ils sortent du tribunal de commerce avec leur lettre de faillite, de liquidation judiciaire. Et eux, personnellement, à titre personnel, ils n'avaient pas de plan B. Donc il y a un sujet humain pour eux-mêmes par rapport à ça. Donc oui, les chiffres sont très bas du fait du quoi qu'il en coûte, du fait de l'aide de l'État, l'ensemble des aides, en fin de compte, et ça il faut le souligner, le gouvernement était à la manœuvre. Il a vraiment mis sous perfusion l'économie française. Maintenant, on commence à enlever les perfusions, ce qui est normal. Ça ne peut pas être un vitam aeternam. Seulement ce chiffre-là, on le voit dès le deuxième semestre 2021, revenir dans le rouge, revenir à un chiffre. Parce que le chiffre classique, c'est entre 50 à 60 000 hommes-femmes qui tombent tous les ans. C'est le chiffre moyen. C'est ce que j'avais en tête. Dans une année de bonne santé. Ok. Donc là, on sait que ça va y revenir. Donc on était faussement en très bonne santé avec 29 000. Faussement en très bonne santé. Ouais. Donc on sait qu'on va avoir un effet de rattrapage. À quel rythme, à quel impact, et est-ce que ça va aller au-delà, quelle violence? C'est là où il n'y en a pas un. Personne ne peut vous dire honnêtement comment ça va s'enclencher là-dessus. Tout ça génère du stress. Ce qu'on voit même déjà sur le premier trimestre 2022, ce qui est un peu normal, c'est que tous les chiffres sont partis à la hausse. C'est classique. Donc ça y est, oui, on revient, la mer reflue, la mer commence à remonter. C'est pas un tsunami de défaillance, faut pas être clivant. Par contre, les problématiques qui remontent du terrain sont de plus en plus fortes, complexes. C'est ce qu'on appelle des éléments exogènes autour de l'entreprise qui n'ont rien à voir avec le modèle économique de la boîte. Oui. Et il est tout seul avec ses 5-6 salariés. Ça devient compliqué pour lui. Mais on va parler avec nos amis de l'APEC et de Pôle emploi sur la quête de sens, cette fameuse quête de sens qui aujourd'hui impacte toutes les générations.
L'entrepreneur, il n'a jamais eu de problème de quête de sens. Depuis le début, il sait en gros pourquoi il se bat, quel est son rêve. Souvent, c'est son rêve de lancer sa boîte, d'être indépendant. Il n'en a pas toujours conscience de l'ensemble des emmerdements qu'il va rencontrer. Mais est-ce qu'ils sont affectés dans leur motivation aujourd'hui, post-crise, ces entrepreneurs ou pas? Quel est leur mindset? Parce qu'on va parler du mindset des salariés. Quel est celui des entrepreneurs aujourd'hui? Un entrepreneur, c'est comme un salarié, comme un collaborateur. C'est un être humain, donc lui aussi est en perte de sens. Aujourd'hui, ce qui est frappant, c'est qu'on peut avoir une idée de création d'entreprise il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Et aujourd'hui, dans le contexte, la quête de sens, elle est aussi pour le chef d'entreprise. Pourquoi je continue à faire ça? Dans quel sens? Est-ce que j'ai, en fin de compte, les idées initiales que j'avais, est-ce qu'elles ont toujours sens aujourd'hui? Comment je peux partager la valeur? Comment je peux créer de l'enthousiasme? Mais est-ce qu'à un moment, moi-même, j'ai encore cette énergie? Là, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, le nombre, l'accumulation de problématiques est totalement inédit et bien supérieur à ce que l'on avait l'habitude de traiter classiquement. De façon, importation d'emmerdement, exportation d'enthousiasme, ça devient un peu difficile. Il y a Chirac qui donnait une grande expression, oui. C'est que les emmerdes, c'est comme les hirondelles, ça vole en escadrille. Et en ce moment, cette phrase, je l'entends souvent. Ok, mais ils gardent quand même le râle, mais ils sont comme nous tous, en quête de plus de sens qu'avant. Ils se posent plus de questions post-Covid sur justement le sens de leur vie. Il y a plus de questions, mais après, on est intarissable en tant que chef d'entreprise. De toute façon, on a toujours ce mantra, ça va le faire, je vais y arriver. C'est dans notre ADN. Les montagnes russes, on les a tous les jours. Et donc, on est toujours bien, je vais y arriver. Cette force, c'est aussi ce dynamisme qui, à un moment donné, continue à porter. Ce qu'on appelle aussi la résilience. Oui, il y a ce côté... Puis honnêtement, quand vous mettez toutes vos économies, vous embarquez femmes, enfants dans votre challenge, vous endettez, vous mettez caution personnelle quand vous prenez un bail, quand vous prenez un local, vous faites tout pour que ça marche. Hein. Donc l'élément de motivation, vous l'avez toujours chevillé au corps. Bien sûr. Une autre question, pour attirer des talents, et on va y venir dans un instant avec nos deux autres invités, on a beaucoup exprimé ici aujourd'hui dans plein de débats et de différents ateliers, donner du sens au job pour nos équipes. Est-ce que ces petites entreprises, qui sont celles que vous protégez chez GSC, qui n'ont jamais vraiment formalisé leur raison d'être et qui aujourd'hui sont peut-être un peu contraints de le faire pour attirer des talents, parce que même dans les petites entreprises, quand on la rejoint aujourd'hui, les jeunes générations notamment veulent savoir à quoi elles servent ces entreprises. Est-ce que c'est un truc que vous observez, une tendance que vous observez dans les TPE-PME aujourd'hui, de définir un peu quelle est sa mission, sa raison d'être, pour justement faire face à la pénurie des talents ou recruter les meilleurs? Alors, pour beaucoup, ils le font déjà sans savoir qu'ils le font. C'est pour ça, absolument. Pour beaucoup, à un moment donné, c'est des règles de bon sens, parce qu'on a envie d'attirer des talents, on est fier de nos entreprises. Donc bien souvent, l'entrepreneur de 3, 4, 5, 10 salariés, il adore parler de son entreprise, il adore parler du projet, il adore de véhiculer ses sens, ses valeurs et dire dans mon entreprise, ça se passe comme ça. On peut pas s'en empêcher. Donc de toute façon, après, il faut le structurer. Après, il faut être un peu plus pro par rapport à ça. Et puis, il faut avoir conscience, tu vas connaître toujours le mantra que je vais encore utiliser, il faut revoir. C'est pas parce que je suis dirigeant que je suis devenu intelligent. Hein, ni un super héros. Je suis pas un superwoman, je suis pas superwoman et superman. Par contre, il faut se structurer et accepter qu'il faut aller chercher des talents qui correspondent à nos valeurs et pas chercher, comme disait ma grand-mère, à trop vouloir étreindre, on n'embrasse personne. Donc il y a un travail aussi des chefs d'entreprise d'être plus structuré, de dire voici qui je suis, voici mes valeurs, je cherche à attirer les gens pour qui ça a du sens. Et je ne cherche pas à attirer tout le monde, surtout pas. Parce que généralement, ça se finit mal. Bien sûr. Alors après, le mindset des entrepreneurs, espérons post-Covid, celui peut-être des cadres, ceux qui font la France et qui font les managers français. Avec vous, Dominique Largot, délégué régional de l'APEC Île-de-France. Rappelons juste ce qu'est la mission de l'APEC. Alors l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres, a en charge l'accompagnement des cadres et des jeunes diplômés. Et l'appui aux entreprises, notamment aux TPE-PME, puisque le mandat de service public qui nous a été proposé l'année dernière renforce ce rôle avec 80% en cible d'appui spécifique aux TPE-PME. Qu'est-ce que ça change, ce mandat de service public? Pardon, je l'ignorais, pardonnez-moi. Mais... Alors, le mandat de service public, c'est en fait notre feuille de route qui est co-signée par notre gouvernance et par l'État et qui nous donne les orientations à venir pour jusqu'en 2026. Donc c'est important. Alors, c'est pas la raison d'être, c'est plutôt le plan stratégique d'ailleurs qui s'appuie dessus. Voilà.
J'entends bien. Qui sont donc les collaborateurs de l'APEC? Qui sont-ils? Des consultants pour l'essentiel? Des consultants qui soient soit consultants pour les cadres, donc ils accueillent les cadres actifs aussi. Et d'ailleurs, ça c'est un sujet important pour les TPE-PME puisque nous sommes opérateurs national du Conseil en évolution professionnelle. Et donc, quand un cadre se pose des questions, a besoin de faire un bilan à mi-carrière, etc., mais l'APEC est tout à fait opportune pour ce genre de démarche et peut aider aussi typiquement les TPE-PME qui n'ont pas forcément des gros services RH, du coup à faire prendre en charge la demande de ce cadre par nos services. Alors, quand je suis cadre, à quel moment de ma carrière suis-je en contact avec vous et qu'est-ce que vous m'apportez? Tout le temps. Tout le temps. Ah bon? Oui, tout le temps. On commence comme jeune diplômé, on vous aide à vous insérer sur le marché du travail, voire on vous aide à trouver des stages, on vous aide à trouver votre alternance. Ensuite, quand vous êtes cadre, je le disais, avec le conseil en évolution professionnelle, on peut vous aider à faire des choix éventuellement de reconversion ou à consolider au contraire votre position dans l'entreprise, à renforcer vos compétences, à vous aider à y voir un peu plus clair aussi dans le milieu de la formation. Et puis aussi à préparer éventuellement la fin de l'activité professionnelle en réfléchissant à la manière dont on met à profit ces années d'expérience, pourquoi pas auprès d'associations et autres dispositifs qui permettent de ne pas sortir complètement de l'activité. Alors avant d'évoquer cette fameuse nouvelle relation au travail, y compris de l'encadrement à son travail aujourd'hui post-Covid, encore une fois, si tant est que ce terme existe vraiment, parce que si le Covid revient nous emmerder à la rentrée, peut-être n'est-ce pas vraiment la bonne expression. Mais pour autant, un retour sur le marché pour le moment. Comment va le marché de l'emploi des cadres en France? On est toujours en manque de talent, il y a plus de jobs que de... Il va très très bien si on considère le volume d'emploi qui est réalisé pour les cadres et le volume de recrutement. Après, il va un peu moins bien si on regarde les tensions. Parce que depuis septembre 2021, ces tensions... ne cesse d'augmenter. Même la guerre en Ukraine, qui effectivement, je vous rejoins, a provoqué quelques incertitudes auprès des dirigeants et des chefs d'entreprise. Pour autant, ça n'a pas réduit de manière drastique les recrutements de cadres. Et donc, il y a beaucoup de tensions, évidemment, dans le marché, dans le secteur des services qui en Ile-de-France est le plus gros secteur recruteur de cadres, avec 86% des recrutements cadres. Voilà, c'est très centré en fait sur un profil cadre typique entre 6 et 10 ans d'expérience, moins de 45 ans, avec des diplômes. On considère aujourd'hui, si on regarde le taux de recrutement, le taux de chômage des cadres, on est quasiment au plein emploi. On est au plein emploi, oui. Quasiment. Pour autant, le plein emploi, ça n'a pas le même sens pour tout le monde. Et typiquement, les cadres seniors ou les jeunes diplômés, eux, sont pas en plein emploi. Et c'est un vivier de compétences qui est aujourd'hui encore insuffisamment exploré par les recruteurs, parce qu'il y a vraiment des gens passionnants, intéressants et qui seraient certainement extrêmement positifs pour des entreprises, et particulièrement pour des TPE-PME, parce qu'ils sont opérationnels tout de suite. Vous disiez, pardonnez-moi, les jeunes diplômés Alors, jeunes diplômés, ça va beaucoup mieux quand même, parce que le recrutement cette année s'oriente très favorablement sur les jeunes diplômés, et les cadres seniors qui ont 50 ans et plus, qui eux ont plus de mal à croire à leur recrutement et à promouvoir leurs compétences. Vous envoyez combien chaque année à l'APEC? Des dizaines, des centaines de milliers, j'imagine? Oui. Ouais. Du coup, vous êtes là aussi une formidable vigie sur leur état d'esprit. Oui. Il en est où? On vient de parler avec Anthony Strecher à l'instant de celui des entrepreneurs. On va parler de celui du reste de la population avec vous de Pôle emploi. Mais celui des cadres, il en est où? Qu'est-ce qui a changé dans leur tête, dans leurs aspirations, dans leurs envies? Un peu comme tout le monde, la période Covid a été une période favorable à l'introspection. Bien sûr. Donc les cadres se sont posés beaucoup de questions. Une pause obligatoire qui nous a été... Voilà, donc se sont posés beaucoup de questions. On a beaucoup entendu aussi des volontés de quitter l'Île-de-France pour partir en province. Volonté ou réalisation? Alors, justement, quand on regarde le solde des cadres 2020-2021, en Ile-de-France, il est toujours positif. C'est toujours plus 1,8%. Donc, ça veut dire il y en a plus qui viennent que qui partent. A priori, en tout cas, le solde reste positif. La région francilienne, qui représente quand même 38% des recrutements cadres en France, métropolitaine, reste attractive pour le recrutement des cadres et des jeunes diplômés surtout. Il y a une différence Paris et région parisienne. Parce que l'explosion, notamment des maisons d'Île-de-France, de gens qui préfèrent rester dans leur maison en télétravail, rester dans cette énorme mégapole parisienne ou d'Île-de-France, pour autant avoir un confort de vie un peu différent. Vous ressentez quand même quel type d'aspiration malgré tout? Qu'est-ce qui a changé dans leurs aspirations? Alors, vous parliez de sens tout à l'heure, effectivement. Alors, c'est encore plus notable chez les plus jeunes, les moins de 30 ans.
Mais effectivement, l'importance du rôle de l'entreprise dans tous les aspects sociétaux qui nous traversent, le numérique, la transition écologique, deviennent des sujets qui sont pour les jeunes talents vraiment des incontournables. On fait à l'APEC des ateliers marque employeur dans lesquels on fait intervenir des associations, par exemple, pour parler de la transition écologique. Et je suis d'accord avec vous quand vous disiez ils le font sans le savoir sur la raison d'être. C'est pareil. Il y a des sujets sur lesquels aussi les petites et moyennes entreprises n'ont absolument pas à rougir. En revanche, elles ont à faire savoir et à formaliser les choses. Et typiquement sur ces thématiques de transition écologique, on a eu des retours des verbatims d'entreprises qui participaient, qui nous disaient mais en fait oui, moi je fais plein de trucs pour la transition écologique, mais par contre ça me viendrait pas à l'esprit, par exemple, de le mettre dans une offre d'emploi. Si, en fait, c'est des éléments qu'il faut mettre dans une offre d'emploi parce que ça attire des jeunes talents. Ça fait partie de la marque employeur. Absolument. Et d'ailleurs, est-ce que la marque employeur est un concept qui s'installe dans les TPE-PME, Anthony ? Alors, il s'installe pas encore. C'est qu'aujourd'hui, enfin, je rebondis, c'est que oui, on fait beaucoup de chefs d'entreprise, par définition, s'impliquent beaucoup dans plein de choses à côté, en périphérie, pour faire de la formation, pour faire de l'inclusion. Même moi, en fin de compte, je suis le premier, je critique. Je vais vous donner un exemple. Pour ma société, on est aussi dans France Inclusive. On fait du mentorat pour accompagner des gens loin de l'emploi, pour leur redonner confiance là. Je le dis, sur France Inclusive, il y a le logo de ma boîte, mais moi, sur ma société, je le dis même pas. Donc à un moment donné, voilà, je m'auto-flagelle. En fin de compte, on fait beaucoup de choses. Mais à un moment donné, justement, on n'est pas des Superman. Et cette prise de conscience, se dire que ça devient prioritaire. C'est en fin de compte comment je gère mes priorités. J'ai mon business, j'ai à garder mes gens, j'ai du mal à garder mes collaborateurs, il faut que j'arrive à trouver des talents. Alors je vous confirme, nous les petites boîtes, les petites PME, qu'est-ce qu'on vient chercher ? On vient chercher les jeunes et les vieux, que ceux que les grosses boîtes n'intéressent pas. Moi je n'ai que ça dans ma boîte, des gens qui sont hors scope, et il y a plein de talents. Donc il faut essayer de trouver de toute contrainte une opportunité. Après, non, là, je rejoins la notion de démarche, d'image employeur. Cette notion qui est un peu, pour nous, naturelle. Du coup, elle est éloignée de nos préoccupations en disant je le fais, ou le RSE c'est pas pour moi. Il y a cette vision tout de suite, il faut être RSE, c'est ISO machin pi truc. Donc tout de suite, ça donne tout de suite des notions par méconnaissance de oula c'est compliqué, c'est peu pour les grands groupes. Moi au final je fais rien. Alors que bien souvent les champs vont beaucoup. Et c'est vrai que c'est ça, il faut qu'on arrive à le changer. L'APEC a un rôle très important qu'elle a oublié de dire, madame, vous a oublié de dire, c'est qu'en fin de compte, vous êtes aussi comme Pôle emploi, le premier business angel de France de création d'entreprise. Absolument. Parce que les gens passent par vous pour créer de l'entrepreneuriat. Et moi-même, je suis passé par ça il y a 12 ans quand j'ai monté ma boîte. Donc ça aussi, cet accompagnement, et d'arriver à remarier le sens, des fois, d'anciens cadres qui montent leur entreprise, qui viennent avec cette structuration de grande entreprise, ces responsabilités, ces enjeux. Et puis ils se retrouvent, ils sont plus que 2, 3, 4. Donc à un moment donné, il faut quand même, je rappelle cette notion-là de médiane d'un homme et une femme chef d'entreprise. On le voit même sur les défaillances, qui a en moyenne 47 ans, qui est à la tête d'une entreprise de 3 salariés. Qu'est-ce que je choisis en premier ? Comment je fais pour prendre... Tout est important. La relation APEC Pôle emploi, elle est importante. C'est gratuit en plus. Le nombre de chefs d'entreprise qui ne le font pas est phénoménal. Je pense que là-dessus, alors qu'il y a un super accompagnement là-dessus. Alors justement, on va demander à Cédric Juteau, qui représente Pôle emploi, notamment à travers son job de directeur territorial. Cyril ? Pardonnez-moi. C'est Cyril, oui. Pardonnez-moi, Cyril. Désolé, Cyril Juteau. Directeur territorial Pôle emploi Paris. Effectivement, service gratuit. Tout le monde connaît Pôle emploi, qui a un job majeur en ce moment, parce qu'en fait, il a 2 cibles. Il a à la fois les candidats et les entreprises. Est-ce qu'on peut quand même rappeler justement votre mission et la façon dont elle a évolué, parce que là aussi, vous êtes comme toute entreprise, elle évolue avec de plus en plus de besoins auxquels il faut répondre dans un contexte nouveau. C'est quoi Pôle emploi aujourd'hui, au fond ? Aujourd'hui, Pôle emploi, ça reste les missions d'accompagnement, enfin d'inscription, d'accompagnement, d'indemnisation pour les demandeurs d'emploi, pour les personnes privées d'emploi. C'est aussi un travail avec les entreprises, d'assurer l'intermédiation, de réussir à faire matcher des entreprises qui recherchent et des demandeurs d'emploi qui sont disponibles. Ça, c'est notre rôle premier et essentiel aujourd'hui. Et ça le reste. Ça le reste. Alors du coup, mais est-ce que comme le reste du monde,
vous êtes obligé en permanence de réinventer Pôle emploi pour mieux répondre effectivement. Alors, Vous êtes vous aussi dans un monde qui se digitalise, vous êtes aussi face à des candidats qui n'ont pas tous les mêmes exigences, le même niveau, le même mode de fonctionnement. Moi ça m'intéresse de voir comment Pôle emploi se réinvente face à tout ça. En fait, nous, on ne sélectionne pas, donc on touche l'intégralité de la population. Oui. Donc du cadre jusqu'à la personne primo-arrivant sur le territoire. Donc on est obligé d'assurer une offre de service qui puisse couvrir l'intégralité de ces publics-là. Et donc en permanence, on est obligé de se réinventer, d'adapter, de transformer, d'individualiser nos offres de services pour répondre de façon la plus précise possible aux besoins de nos demandeurs d'emploi. Et de la même façon pour les entreprises, on n'assure pas le même service à une entreprise de plus de 500 salariés et à un artisan qui est tout seul avec tout seul avec lui-même en l'occurrence. Et donc on est obligé de personnaliser et d'adapter notre offre de service quasiment en temps réel aux personnes à qui on a. Donc on a des boîtes à outils assez conséquentes avec des offres de services qui couvrent. Oui, j'ai vu plein de choses intéressantes. Racontez-nous un peu ce qu'il y a de nouveau dans les dispositifs d'accompagnement, un jeune, une solution. Vous avez des formats très innovants pour aller chercher les gens, etc. Racontez-nous. Alors là, actuellement, effectivement, on parle de la crise de l'attractivité. Donc on va chercher des nouveaux profils. Donc on a un travail à faire déjà pour présenter les métiers. Et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec les chefs d'entreprise. On les incite à venir en agence pour justement, c'est les meilleurs VRP de leur entreprise. Donc pour présenter leurs offres, pour présenter leur entreprise et attirer des potentiels, attirer des personnes qui spontanément ne seraient pas obligatoirement venues vers ce type d'entreprise-là. En disant effectivement, ce que me présente cet employeur-là, c'est des valeurs, c'est de l'intérêt. Donc oui, ça m'intéresse, alors que spontanément, je ne serais pas obligatoirement venu vers ces entreprises-là. Donc ça, c'est en permanence en France, dans toutes les agences. Vous avez des opérations d'information sur les métiers, d'information sur les entreprises, d'information sur les débouchés qui sont assurés en agence afin d'attirer des nouveaux potentiels et d'attirer des personnes qui spontanément ne venaient pas vers ce type d'offre. Donc ça, c'est une des premières actions qu'on met en place et c'est ouvert. L'idée de transparence du marché, c'est ouvert aussi à tout le monde à travers des plateformes, des dispositifs comme la plateforme qui est aujourd'hui déployée en Ile-de-France mais qui va être bientôt mise en national, s'appelle Mes Événements Emploi. Une personne qui chercherait un emploi, une formation ou à découvrir des métiers aurait qu'à rechercher directement sur ce moteur et trouverait, alors, à côté de chez elle ou plus loin si elle le souhaite pour pouvoir se déplacer, on en parlait tout à l'heure, les entreprises, les secteurs, les métiers, les formations qui la touchent et elle pourrait dans n'importe quelle agence afin de trouver ces services-là. Cyril Juteau, est-ce que Pôle emploi voit une attitude différente aujourd'hui ? On a beaucoup évoqué tout au long de cette émission, y compris dans d'autres séquences aujourd'hui de cette journée Impact PME, le télétravail. On était là tout à l'heure avec Cisco sur le travail hybride. Ça devient une condition importante de vie dans l'entreprise et il y a là aussi des motivations différentes, parfois entre l'entreprise et le salarié. Est-ce que vous avez vu évoluer justement la posture des candidats, que ce soit chez Pôle emploi ou à l'APEC, quand vous gérez un petit peu leur parcours de carrière sur ce sujet? Quelle est votre vision? Parce que là aussi, vous êtes au cœur de l'économie française, de tous les métiers possibles et imaginables, de tous les niveaux de formation imaginables. Comment la France a-t-elle changé là-dessus en termes d'aspiration? Alors, sur les cadres, je peux vous donner un chiffre, c'est 47% des cadres ne candidateraient pas dans une entreprise qui n'offrirait pas du télétravail. Reprenez ce chiffre, combien? 47%. 1 sur 2. 1 sur 2. Ne postule pas s'il n'y a pas du tout de télétravail. C'est un incontournable de son environnement de travail. Quel que soit le secteur d'activité, dès lors qu'on est cadre. Quel que soit les secteurs d'activité. Sinon, je ne regarde même pas l'annonce. Je ne regarde même pas l'annonce. Et d'ailleurs, sur le site apec.fr, on a rajouté la possibilité de faire du filtre et de préciser ça. Ah oui, c'est comme un appartement, je veux une terrasse et un parking. Exactement. En termes d'attractivité, ça compte énormément dans les offres, dans la manière de rédiger une offre, de préciser qu'on offre ou pas du télétravail. Changement en 2 ans. Oui. Avant. Et aujourd'hui, 74% des entreprises qui ont recruté offrent du télétravail à leurs cadres. Ah ok, alors ça devient une condition sine qua non, sinon on ne recrute plus, globalement. Oui. Ou alors on ne recrute pas les bons. Oui, enfin ou en tout cas on recrute. Donc ça s'installe durablement. Ça s'installe durablement et c'est aussi peut-être probablement ce qui fait qu'il n'y a pas forcément de départ massif de Paris vers la province. Et c'est aussi qu'il y a le télétravail et que du coup c'est gérable de rester sur Paris. La fameuse grande démission. On la voit pas. On la voit pas, mais c'est vrai que c'est des sujets qui se deviennent incontournables aujourd'hui pour un recruteur, pour un employeur. Il faut qu'il se pose la question nécessairement de la manière dont il va organiser le travail pour ses
ces cadres en tout cas. S'il n'y a pas de télétravail, il faut vraiment qu'ils réfléchissent à d'autres contreparties parce que sinon le cadre ne viendra pas ou il aura plus de mal à retenir des candidats. Est-ce qu'on observe la même chose sur la population non cadre, Cyril Juteau, ou pas? Non, à ce jour, non, c'est pas une problématique de la part des futurs collaborateurs de dire il me faut du télétravail, sinon je postulerai pas. Vous le voyez pas émerger du tout, ou bien c'est moins brutal? Non, c'est largement moins brutal. Oui, c'est ténu, ça apparaît, mais c'est vraiment en marge aujourd'hui. Aujourd'hui, la recherche est un emploi dans une entreprise qui me reconnaît avec des valeurs, si possible, avec un salaire, avec des conditions de travail, mais le télétravail n'apparaît pas comme un élément premier. Mais ça veut dire du coup qu'au niveau de Pôle emploi notamment, vous n'avez pas perçu d'impact sociétaux majeur avec le Covid finalement? Peu de chances de changer sur l'aspect recherche d'emploi Non, si on sort du télétravail, oui, il y a une recherche peut-être de recentrer sur des éléments intéressants ou la RSE de l'entreprise compte, mais le télétravail en lui-même, c'est pas un élément. On compte pas changer nos conditions de saisie d'offres pour bien préciser télétravail. Est-ce qu'on a à l'APEC sur la population des cadres ce même type de statistiques sur l'engagement RSE de l'entreprise ou pas? Alors, j'ai une donnée, mais qui n'est pas forcément une donnée APEC, mais qui est un sondage qui a été réalisé auprès de jeunes diplômés. Et c'était 69% des jeunes diplômés qui renonceraient à un emploi si l'entreprise n'avait pas déjà posé des jalons sur la transition écologique. Ça, c'est plutôt sur les jeunes, du coup. Ouais. Les jeunes diplômés, les talents, les nouveaux talents, quoi. Est-ce que, au niveau des entrepreneurs, Anthony Strecher, le télétravail aussi a été une rupture importante ou pas? Est-ce que vous ressentez dans les petites entreprises que vous représentez si bien Alors, il y a plusieurs sujets. Alors, le télétravail, effectivement, c'est un changement et on ne reviendra plus en arrière là-dessus. Par contre, il y a une histoire quand même de coût pour une PME. Je vais vous donner un chiffre. Parce que bien souvent, pour le collaborateur, la collaboratrice, c'est simple, je prends un ordinateur, je le branche Internet, voilà le télétravail, pourquoi ils ne le font pas? Je vais vous donner, j'ai 33 collaborateurs. Pour mettre en place le télétravail, l'investissement, 55 000 €. Parce que c'est pas que l'ordinateur, c'est toute l'infrastructure informatique, la sécurité, c'est les règles de réseaux, les réseaux et ainsi de suite. Et c'est l'accompagnement. Là, vous allez donner. Il y a une charte télétravail, il y a les conditions de travail que vous modifiez, il y a la discussion avec le délégué du personnel, donc tout un process et qui est, je dirais, quelque part salvateur, mais ça a un coût et ça prend du temps. Donc c'est vrai que pour une petite PME, te dire hop, télétravail en 2 minutes, non. Donc ça se prépare, c'est énormément de failles, parce que j'ai aussi la casquette gendarmerie citoyen, donc à un moment donné sur la cybermalveillance, c'est des gouffres depuis 2 ans où les entreprises, les PME sont les cibles, parce qu'à un moment donné, ils mettent en place le télétravail et la sécurité, ça n'a pas été fait. Donc oui, il y a une velléité, et même pour les employés, de toute façon, nous, le télétravail est devenu une force en termes d'image, de dire que ce soit un cadre ou un salarié, les postes sont ouverts, quel que soit votre statut, parce que moi, c'est l'égalité, que vous soyez cadre ou salarié, si c'est possible, tout le monde a le droit de télétravail et c'est un avantage. Donc c'est installé durablement. Merci à tous les trois. Merci Anthony Strecher, président de l'association GSC, celle qui aide les entrepreneurs qui ont failli et est-ce qu'ils aient envie de rebondir avec les moyens qui sont nécessaires à cela. Merci Dominique Largot, délégué régional de l'APEC Île-de-France. Merci Cyril Juteau, directeur territorial de Pôle emploi Paris. C'est la fin de cette émission qui clôture officiellement la 3e édition d'Impact PME. On est ici toujours au salon Impact PME au Carreau du Temple avec beaucoup d'échanges, de speed dating, de conférences passionnantes. Quant à nous, j'espère qu'on se retrouvera à la rentrée pour une 4e édition d'Impact PME. Bonne journée à tous, à très vite. Ciao. BFM Business, émission spéciale depuis le Carreau